aujourd'hui, si on a des vélos qui ont été fabriqués il y a 50 ans et qui peuvent encore rouler, je pense que ça prouve aujourd'hui toute la qualité et tout l'engagement de l'entreprise. Pour illustrer ça, le dernier poste de cadreur qu'on a ouvert, on a eu 50 candidatures de la France entière. Ok. C'est incroyable. Enfin, un cadreur ou même un peintre, on estime que c'est au moins 1 an d'apprentissage dans l'entreprise. Mais quand toi, tu as continué à finalement être en capacité de faire un cadre artisanal sur mesure en 6 mois, quand des grandes marques généralistes annonçaient quelquefois 18 mois, en septembre 2019, on m'appelait en me disant 6 mois, est-ce que c'est long? Et qu'en avril 2020, quand on m'appelait à la sortie du confinement, ils disaient, bah nous, c'est 6 mois, on dit, ah bah vous êtes rapide, quoi. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Bon, et ben très bien. Et ben on peut dire que on est parti. Bonjour, D'accord. bonjour Émeric. Bonjour Bonjour Émeric Antoine. Lebrun. Bon, et Émeric, bienvenue, bienvenue dans le podcast En roue libre. Je suis ravi Ouais. de te recevoir sur ce quatrième épisode du podcast En roue libre. Petite note à vous tous qui nous écoutez. Vous êtes extrêmement nombreux. Les serveurs de Spotify et de YouTube explosent. Non, sans blague, vous n'êtes pas forcément extrêmement nombreux, mais en tout cas, j'ai reçu des retours extrêmement qualitatifs et des très bons feedbacks à l'issue du salon de Lyon de la mobilité où j'étais. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour tous vos feedbacks. Et ça me fait autant plaisir à moi qu'à mes invités. Donc, j'espère que vous ferez qu'il y aura un grand succès pour Émeric également. Émeric, du coup, que j'ai souhaité inviter parce que Émeric, alors la genèse, pourquoi est-ce qu'on était en contact? Alors moi, je connais Sifac depuis longtemps, mais plutôt plutôt sur le côté production, en fait, puisque c'est une de tes activités qui était pas forcément l'activité sur laquelle j'avais le plus de billes et d'infos. Et je suis tombé nez à nez avec l'une de tes réalisations, enfin des réalisations de Sifac au Pro Days l'année dernière. Pro Days, D'accord. où on a reçu Thierry Mersman d'ailleurs la semaine dernière. Pro Days où vous avez dévoilé un vélo exceptionnel qui avait été présenté au concours de machines. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça. On a pas mal de sujets que j'aimerais aborder avec toi. Il y a plein de choses super intéressantes. Mais est-ce que tu peux commencer déjà par nous expliquer comment t'en es arrivé au vélo? Qu'est-ce qui t'a amené au vélo? Bon, ça, c'est une question extraordinaire. Alors déjà, je voulais te remercier pour l'invitation, ça va de soi, mais te Avec dire que j'avais plaisir. écouté attentivement les 3 épisodes et que ça passe super vite. Alors j'espère que l'échange qu'on aura passera aussi vite pour les auditeurs, mais je trouve que tu as aussi une façon de nous mettre à l'aise et de mettre en avant les histoires qui se cachent derrière finalement les aventures entrepreneuriales ou industrielles. Donc je voulais déjà te remercier de me mettre à lumière. Avec grand plaisir. Euh, et comment je suis arrivé au vélo? Alors moi, si tu veux, c'est une histoire où je pense que mon chemin était tout tracé. J'ai su faire du vélo avant de savoir parler. Donc, à 18 mois, je savais déjà faire du vélo. Mon papa était un grand coureur amateur. Il a couru avec Marc Madiot. Mon grand-père a couru avec Jean Robic. Et moi, j'ai finalement ma première licence de cycliste. C'était à l'âge de 7 ans. J'ai été champion du Val d'Oise Mini Poussin. Je crois que c'est une des palmarès qui est la seule que j'ai Ah au bah là, palmarès, mais elle ça a a son sa cause, importance. hein. Franchement. Voilà, ça cause clairement, non, Ouais. mais
Et j'ai souvent l'habitude, alors je Hmm. fais beaucoup de métaphores, mais j'ai souvent l'habitude de dire, voilà, j'ai été piquisé au rayon de bicyclette, mais surtout que j'ai été, comment dire, biberonné au bidon de vélo plutôt qu'au biberon. J'allais voir mon papa sur les courses de vélo et tout, comment dire. J'ai plein d'anecdotes personnelles, hein, je pense que 1 heure et demie suffiront pas pour te raconter toutes mes anecdotes autour du vélo, mais Hmm. juste une des anecdotes qui peut en tout cas témoigner de la passion qui m'a toujours animé, c'est quand j'étais en CE2, mon instit, alors j'étais plutôt bon élève et nous faisait passer les uns après les autres, tu sais, devant le tableau pour réciter la poésie. Et donc j'arrive, je connaissais par cœur ma poésie, mais il me dit non, non, Émeric, je vais te demander autre chose, tu vas me citer les 10 premiers du Tour de France 1987. Donc je lui ai cité les 10 premiers, il m'a mis 10 sur 10. Et puis à la réunion parents instit qui suivait, il a été voir mon père, il me dit ah, vous savez, j'ai essayé de tendre un piège à Emery, qui me dit, oui, oui, il m'a raconté. Bah, apparemment, il avait tout bon. Il me dit, franchement, je n'en avais aucune idée, mais il était tellement sûr de lui que je suis mis 10 sur 10. Et donc, tout ça pour te dire que voilà, le vélo alors, on est tous toujours à raconter qu'on est passionné, mais moi, le vélo, ça a toujours guidé ma vie. Et même mon parcours scolaire et professionnel ensuite ont été guidés par le vélo. Et j'ai toujours été animé à la fois, j'ai toujours été un pratiquant, hein. Je me suis longtemps imaginé être le prochain vainqueur du Tour de France français. Bon, c'est une On imagination, attend, c'était hein. plutôt un fantasme. On attend. Oui, bah, maman, je fais comme je peux. Je fais comme je peux, à maman. Je n'ai que 43 ans, tout espoir n'a pas disparu, quoi. Bien sûr. Mais bon, bah, mais pour autant, j'ai toujours été aussi, je me rappelle, hein, mon père, quand mon Noël, j'avais eu je me rappelle des leviers de frein Shimano et j'avais ça à Noël, j'ouvrais le cadeau et après les voyages qu'on faisait chez les grands-parents, j'avais ça dans la voiture à l'arrière, je regardais, donc j'ai toujours été obsédé. Euh, enfin, voilà, c'est une addiction, hein, le vélo, autant en tant que pratiquant, en tant que spectateur, en tant qu'amoureux du mot matériel et mon parcours, finalement, j'ai fini chez SIFAC, mais même quand j'étais jeune, je savais que SIFAC était un cadreur qui se cachait derrière les plus grandes équipes professionnelles. Et mon rêve à 18 ans, c'était un jour de rouler sur un vélo SIFAC. Donc voilà, pour te dire que c'est une histoire qui semble comme ça un petit peu, j'allais dire, exagérée, mais c'est juste une partie de mon histoire. Et comme toi, à 18 mois, je savais faire du vélo, je ne savais pas encore parler. Ma mère te dirait aujourd'hui que je me suis bien rattrapé, que je Hmm. parle beaucoup. Mais voilà, donc tout ça, voilà comment je suis venu en vélo. C'est une histoire de famille et puis une passion qui a toujours été débordante chez moi. Génial. Et alors, comment est-ce que tu en es venu à faire du vélo ton métier? On va encore avoir une demi-heure On a le Alors temps, moi, j'ai, t'inquiète. ouais, ouais. Alors moi, j'ai eu un DSS d'économie du sport que j'ai passé à Chambéry. Et pour valider mon DESS d'économie du sport, en fait, j'ai postulé dans différentes entreprises et j'ai été pris en stage chez Luxic International, dans le Canada. Mhm. Euh, et Luxic International, donc, j'étais en charge de la promotion de la marque. En fait, j'avais un rôle de stagiaire, mais c'était plutôt celui d'un employé, hein. J'étais vraiment en charge de la promotion de la marque sur tous les événements, je dirais, type cyclosportif, des tables de tour. Et j'avais mis aussi en place à ce moment-là un programme de vélo test où je mettais à disposition un vélo, qui est le KG 381 à l'époque, qu'on mettait à disposition et qui était aussi le vélo qui était utilisé par Laurent Jalabert au même moment sur le Tour de France. Donc j'ai commencé dans le vélo chez Luxic International, hein, qui était une entreprise qui m'avait toujours attiré, aussi bien pour ses pédales automatiques que pour ses cadres carbone. Après, je me suis moins plu à Nevers, pour dire la Mhm. vérité. Nevers, ça peut être forcément une ville qui m'a plu. Et à l'époque, et je crois qu'il y avait Thierry Garcia dans le post 4 numéro 2, et puis même, comment dire, Thierry Mersman la fois précédente. Et en fait, Luxic a été distribué par José Alvarez. J'en avais parlé, Oui, gros distributeur dans le Gers, qui avait aussi développé le réseau Boutissi, qui avait racheté la marque Vitus oui. à ce moment-là, qui C'est avait quelle année été ça? distributeur. Ça, c'est 2002. 2002, ouais, En ok. 2002, moi j'ai été chez Look d'avril 2002 à septembre 2002. D'accord. C'est grande époque Euh, d'Alvarez, hein. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une grande époque, ça a été une époque charnière aussi parce qu'à ce Oui. moment-là, parce qu'Alvarez, bon, José Alvarez, le personnage était un personnage emblématique, était l'un des amis très proches de Bernard Hinault, ça a été l'un des premiers importateurs, je pense qu'il a été l'un des premiers importateurs de Campagnolo en France, il distribuait Mavic, ils avaient créé le réseau Bouticycle, hein, Mhm. qui maintenant appartient au
comment dire, 251, enfin, tout le groupe Cycle Lab, qui Ouais. organise aussi les Pro Days, hein. Et Alvarez qui distribuait Et à l'époque GT, la marque GT. j'étais, ouais, ouais, qui a été aussi l'importateur de Specialized en Oui, France. oui, oui, c'est ça. Mm. Et en fait, ça a été aussi en fait un moment charnière où les marques, bah, la Look et Specialized, commençaient à vouloir s'organiser dans une distribution directe, hein. Mm. Et donc, José Alvarez avait décidé d'avoir son propre programme de marque propre, donc avait racheté Vicus, et était finalement à ce moment-là en train de discuter avec Francis Quillon, le créateur de CIPAC. Et en fait, juste pour voilà, se situer, parce qu'on dit Mhm. forcément. Moi, j'ai travaillé pour Look, qui était distribué sur la France par José Alvarez. Et en fait, le programme de promotion de Look sur les cycles sportifs, finalement, était cofinancé par Look et par José Alvarez. Donc moi, j'étais beaucoup en relation avec les chefs produits d'Alvarez, et c'est eux qui m'ont mis d'ailleurs à disposition les vélothèses. Donc j'étais en relation avec José Alvarez, qui était à ce moment-là en pourparlers avec Francis Quillon pour acheter Sifac. Et puis Mm. ils avaient demandé, ils avaient dit, ouais, il y a un petit jeune là qui a l'air d'en vouloir, qui est passionné, voilà. Puis j'avais 23 ans et j'étais assez, voilà, j'avais toujours une envie et d'avancer. Et puis je suis assez curieux de nature. Je suis aussi, j'essaie toujours d'être acteur de ce qui se passe. Donc ils voyaient que j'étais pas juste là pour faire la promotion, mais que j'apportais un certain nombre d'idées. Et puis de la même façon que j'avais rencontré Francis Quillon sur l'étape du tour, on avait échangé, il m'avait dit, bah moi, voilà, je peux pas vous en dire plus, et pour te dire aussi qu'à 23 ans, j'étais un petit peu, comment dire ça, voilà, j'avais peur de rien, parce que je Mhm. discutais avec le Francis Quillon, qui revendait son entreprise à José Alvarez, et José Alvarez, enfin, Alain Gutzmann, qui était le président de la holding NetUp, qui était propriétaire de José Alvarez, qui était en train de racheter Sipac, et chacun m'avait un peu glissé deux, trois infos en me disant qu'il fallait qu'elles restent confidentielles. Et en fait, pour juste situer en fait, j'étais un peu dans le secret des dieux. Et tous les deux, le jour où ils ont signé enfin, où Francis Quillon a signé la vente de CIFAC, chacun est arrivé avec un CV d'un candidat qui pouvait finalement accompagner Francis Quillon pour prendre sa succession. Et en fait, ils se sont retrouvés en fait, à déposer le même CV, c'était le mien. Et donc, ils m'ont appelé, Énorme. je me rappellerai toujours, j'étais encore chez Louk à ce moment-là, hein, on était en septembre 2002. Ils allaient signer donc le protocole pour la session de CIFAC à José Alvarez, et je vois voilà, sur mon téléphone le numéro d'Alain Gutzmann s'afficher. Je dis mince, je pense qu'ils sont en réunion, ils vont se rendre compte de comment je les ai, comment finalement j'ai répondu à leur demande comment dire, de confidence, hein. Finalement, j'ai rien répété à Bien sûr. personne, et à ce moment-là, j'ai été Mm. dans les archives chez Loop pour pas être entendu, et ils me disent, bon, bah, Émeric Lebrun, vous nous avez bien eu, parce que finalement, on ne savait pas que vous discutiez avec chacun d'entre nous. Je dis, bah, moi, j'ai juste écouté ce que vous m'avez dit, je n'en ai parlé à personne, et vous voyez à quel point je suis motivé vu que j'ai postulé deux fois, en fait. Donc voilà, donc Ok, c'est comme ça que je suis arrivé génial. finalement de chez Loug chez Sifac. Voilà. Ça veut dire Génial. que Donc en fait, tu as placé ton CV en haut de la pile, d'une pile de deux CV, quoi. C'est ça? voilà, c'est-à-dire est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face, est-ce que c'est Émeric ou est-ce que c'est Lebrun. Ok. Mais voilà, et puis c'était un rôle de chef produit, et parce que je Loug aussi qui m'avait proposé de continuer, mais je trouvais qu'il y avait une aventure. Alors il y avait aussi, tu sais, et puis je crois que l'histoire, comment dire, du vélo, l'histoire des entreprises est souvent faite de rencontres. Et moi, j'avais Francis Quillon, c'est quelqu'un que j'admirais, que j'admire toujours, hein. Francis, je le vois au moins une fois par mois, il vient toujours boire le café ici, mais j'avais envie, je trouvais que le projet de CIPAC était un projet où j'allais comment dire, j'allais vraiment participer à construire quelque chose, et à être un acteur vraiment important du projet. Chez nous, j'aurais une fonction, je dirais, au niveau du sponsoring, et c'est vrai que j'ai toujours eu tu sais, je suis comme tu l'as entendu tout à l'heure, je suis un compétiteur, donc je préfère Hmm. être leader d'une petite équipe que grégario d'une grosse équipe, quoi. Hmm. Ok, génial. Et donc tu arrives chez CIFAC en tant que chef de projet. Et Ouais, comment tu gravis les échelons et comment t'en arrives aujourd'hui à être tu le vois, repreneur de la boîte? il y a un truc qui est incroyable, Antoine. Je te dis ça, mais encore une fois, en fait,
tout à l'heure, je te dis ça parce que c'est important. À ce moment-là, que je te le dise, hein, je te parle avec toutes les notions Bien sûr. que j'ai, c'est parce que donc, je suis arrivé en 2000, alors, je suis arrivé en octobre 2002 chez CITEC. Et en fait, tout à l'heure, j'ai un des salariés qui part à la retraite, qui a fait son dernier jour aujourd'hui, et donc voilà, qui a resté plus de 23 ans chez CIFAC. On peut donner un nom quand même. Ouais, Stéphane Goutard. Stéphane Goutard, c'est notre Très bien. vernisseur qui en fait avait même commencé sa carrière chez Hmm. Meral, dont on est les héritiers ici. Enfin bon, c'est toute une histoire où tu te rends compte qu'il a signé son premier contrat de travail en 1980 à la FUI, chez Meral. Il aura fini le 28 février 2023 chez CIFAC à 21. Allez. Et on se rappelait tout à l'heure, et je te disais, mais tu te rappelles quand j'étais arrivé en octobre 2002, alors lui et moi, on avait déjà plus beaucoup de cheveux, hein, mais il me dit, et c'est vrai que j'étais arrivé tout jeune et j'avais Hmm. 23 ans, et en fait, Francis Quillon, qui est un génie, hein, souvent, qui est un autodidacte, qui a fait une entreprise, qui a commencé, je vais reparler d'un garage où il a commencé tout seul dans son garage à faire des cadres avant que l'entreprise grossisse. Moi, si tu veux, j'ai souvent l'habitude de dire que je suis celui qui a le moins de talent dans l'entreprise parce que moi, je sais rien faire de mes mains, je sais partager la passion, je sais avoir, on va dire, une vision, je sais mettre en place une stratégie, je sais vulgariser finalement tout le talent de mes équipes et l'expliquer. Mais je disais, voilà, je disais à Stéphane, mais tu te serais imaginé le jour où tu as vu le petit merdeux que j'étais arrivé comme ça à 23 ans, imagine 23 ans, en fait, dans comme ça, et parce que Francis Guillaume, bah, rapidement, je me rappelle, il m'avait dit, bon, moi, tu seras en formation pendant 6 mois, t'inquiète pas et tout. Puis au bout de 15 jours, vu que je parlais anglais, il trouvait que c'était plus simple de passer par moi pour passer les commandes. Puis après, il m'a dit, bah, attends, on va aller en Italie, aller voir Columbus. Enfin, et en fait, finalement, rapidement, il m'a dit, bon, en fait, au bout de 6 mois, il m'a dit, t'es mon bras droit. Et à la fin, je gérais aussi ça veut dire, les trucs chiants, quoi, quand il y avait Hmm. un salarié à recevoir parce qu'il y avait des questions. On me dit, bon, Émeric, c'est ton rôle. Enfin bon, rapidement, finalement, je dirais que j'ai gravi les échelons parce que j'ai commencé à accepter comment dire, enfin, j'avais cette ambition-là, mais je pense que il avait aussi envie de me transmettre. Et puis, avec Francis, vu que c'est un autodidacte et moi, je suis plutôt quelqu'un qui a un parcours, je dirais, universitaire plus, on va dire intellectuel parce que le mot ne serait pas juste, mais plus classique, ou entre guillemets, bah, finalement, on était très complémentaires rapidement avec Francis. Et puis, je crois que, il m'a souvent dit, hein, il y a une vraie relation quasiment, pas de père et fils, mais quasiment, parce que j'ai mon papa Hmm. aussi, et je pense que surtout pas, je peux pas remplacer mon père par Francis, mais il y avait une idée de transmission, et vu qu'on se ressemblait pas, il n'y a jamais eu Hmm. de comparaison entre lui et moi. J'aurais été fabriqué des cadres, il m'aurait dit, j'aurais jamais été au niveau, quoi. Par contre, ouais. Donc, je dirais qu'il y a des fois, il y a un mariage, et on a rapidement, avec Francis Pion, formé un binôme qui a fait que bah, j'ai vraiment le binôme. Quand Francis est parti en retraite en 2005, bah, j'ai pris au moins la suite de la direction. Puis après, Alvarez a disparu. Et c'est à ce moment-là que j'ai en 2008 finalement sauvé l'entreprise à la barre du tribunal en passant de collègue de mes collègues Hmm. à patron de mes salariés. Ok, génial. Donc, en fait, si je comprends bien, t'es arrivé, t'étais le petit bleu, 23 ans, plein d'ambition, grande gueule, mais t'y connaissais, enfin, t'étais pas Ouais, forcément doué de tes mains, mais tu savais te servir de ta tête. Et donc du coup, on l'a tout de suite vu. On t'a fait confiance. Il t'a pris sous son aile. Et puis toi aussi, tu as joué le jeu également de ce rôle de bras droit pour mettre la main à la pâte direct, quoi. ouais, je crois. Ouais, puis il y avait, tu sais, alors clairement, alors il y avait à la fois et bon, là-dessus, j'ai toujours généré de la part même des autres, hein, des sentiments un peu paradoxaux, parce qu'il y a ce côté, alors grande gueule, voire un peu arrogant, hein, quand tu as 23 ans, que tu vas te dire que toi, tu détiens la vérité. Alors c'est faux, et je me rends compte qu'à 23 ans, j'ai dit des conneries plus grosses que moi, mais en tout cas, tu arrives avec Hmm. toute ta conviction et toute ta passion, et je crois que, mais aussi avec l'humilité de beaucoup écouter les autres. Et toi, il y a un truc qui est incroyable avec Francis Fillon, quand il vient quelquefois ici. Il me dit, oui, tu te rappelles, Émeric, en 1989, quand on a fait ça, je dis, mais Francis, je suis arrivé en 2002. Parce qu'il m'avait tellement raconté. En fait, Francis Quillon, un jour, on part à Milan voir Claudio Mara, sur un coup de tête. Il me dit, ouais, demain, on a rendez-vous à 8 heures à Milan. Je dis, un tour, Francis. Il me dit, ouais, mais on va faire la route de nuit.
Donc ça devait être en février 2003, donc moi j'étais arrivé en octobre, ça faisait que 4 mois. Et puis, bah, moi, il a commencé à me raconter toute l'histoire de Sifac. Et donc, il m'a raconté les années où il avait fabriqué les cadres à Fignon, à Virin, à Brochard, à Vandenbroek, tout ça. Et moi, qui était une grosse, alors là, c'est un peu prétentieux, mais qui est une très, très grosse culture cycliste, moi, je me rappelais en tant que spectateur d'avoir vu tout ça. Donc, j'ai tout enregistré, les dates et tout. Et ce qui a fait que Francis, aujourd'hui, est persuadé que je suis là depuis quasiment Hmm. 40 ans chez Sifac. Et quelquefois, dans des réunions, il me dit, Aymeric, est-ce que tu peux me rappeler la date de truc? Je dis, c'est quelle date? Et oui, et t'étais où à ce moment-là? Je dis, bah, j'étais chez mes parents en CM2. Et donc voilà, donc c'est pour te dire que je pense qu'il y avait aussi à la fois cette conviction, cette envie, mais aussi cette humilité de dire que j'avais tout à apprendre. Et je Hmm. crois que tout à apprendre et de savoir que je savais rien faire de mes mains, c'était aussi finalement quelque chose qui a toujours aussi été apprécié en atelier, qui est apprécié par les artisans ici, c'est que euh, j'ai du caractère, mais j'ai une admiration tellement importante pour ceux qui ont une véritable intelligence dans les mains que quelque part, voilà, ça a permis d'accélérer et puis qu'il y ait une confiance réciproque qui s'installe. Hmm. Donc, d'une certaine manière, tu étais conscient de tes forces, voire même presque un peu trop. Oui, Et, complètement. et à côté de ça, tu étais aussi conscient de ce que tu savais pas faire, à savoir faire des cadres, enfin, te servir de tes mains. Et c'est donc ça qui t'a permis d'avoir l'humilité suffisante pour apprendre, quoi. C'est ça? Complètement, oui. Complètement. Et puis, je pense que ça a aussi été si tu veux, dans le parcours que j'ai, même vis-à-vis des confrères ou vis-à-vis des clients, je pense que, tu sais, c'est comme quand si t'es un très très bon élève, tu n'arriveras jamais à expliquer finalement les choses qui te paraissent évidentes. Et moi, vu que j'ai dû apprendre à comprendre, et quelque part, j'avais cette capacité à vulgariser aussi pour que des gens sentent la passion et comprennent finalement comment fabriquer un cadre, que je sois pas trop sur un discours tu vois, de hyper technique, et que je sois un petit peu finalement sur le pourquoi du comment, en me disant que je m'adressais à des gens qui étaient aussi peu techniques que moi, quoi. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a, toi, attiré justement dans cette entreprise? Pourquoi est-ce que tu as voulu à ce point enfin, la racheter et la sauver à la barre du tribunal? Ouais. C'était quoi ton... Alors, on a tous des histoires avec des marques iconiques qu'on a vues pendant notre enfance et puis pendant notre parcours. Donc toi, c'était ton cas apparemment. Mais de là à racheter la marque, enfin, c'était quoi, c'était quoi l'idée, c'était quoi le projet, comme on dit? C'était quoi le projet? C'est bon, déjà au départ, c'est vrai que moi j'ai racheté l'entreprise en tant que salarié, donc il y avait aussi quelque part il y avait beaucoup d'humains, hein. Il y avait comment dire, je me sentais un petit peu pas responsable, mais en tout cas je savais que j'étais euh, l'opportunité ou en tout cas la- j'étais là aussi pour éviter qu'un savoir-faire incroyable disparaisse. Et moi, ce qui m'a toujours, je crois que la notion, enfin moi, ce qui m'a impressionné en tant que cycliste quand je voyais un 4 Zipac, et c'était plus à travers et surtout les vélos Maxi Sport à l'époque, hein, que moi j'admirais, je savais que Zipac était derrière, puis après j'avais vu les Zipac chez Jean Delatour, l'équipe professionnelle. Moi, le côté sur mesure m'a toujours incroyablement j'ai toujours trouvé, enfin, je trouve ça toujours incroyable, enfin, de Hmm. savoir aujourd'hui qu'un vélo n'existe pas tant que tu l'as pas imaginé, enfin, tant que le client l'a pas imaginé et tant que tu pars d'une feuille blanche et que tu vas créer quelque chose par rapport à un besoin, par rapport à une morphologie, par rapport à des envies. Je trouve ça toujours incroyable, quel que soit le domaine. Et déjà, ce côté sur mesure, je trouvais que c'était tellement unique, tellement singulier que c'est ce qui m'avait attiré. Puis il y avait ce niveau de finition. Enfin, aujourd'hui, avec des soudures qui sont totalement limées, avec des peintures qui sont hyper travaillées. J'ai toujours trouvé que l'objet était aussi incroyable que la fonction et la performance qu'il permettait. Donc c'est ce qui m'avait vraiment attiré chez Tifac. Puis Hmm. après, une fois que j'étais là, il y a ce côté, et moi je sais que l'atelier, j'ai vécu aussi, la première fois que je suis venu rencontrer Francis dans les ateliers ici, il y a un côté très déceptif au départ quand tu arrives chez Tifac, parce qu'on est à 40 km de Tours, c'est loin, c'est dans la campagne, et puis c'est un vieux bâtiment qui n'a pas beaucoup de cachets, et tu arrives, tu dis bon, c'est ça Tifac. Et je suis arrivé comme ça,
Et tu sais, c'est un peu, je crois que c'est comme dans le Nord, tu sais, quelquefois, la première fois où tu arrives dans le Nord, tu pleures parce que tu arrives dans le Nord, et puis tu repars en pleurant parce qu'en fait, tu n'as pas envie de quitter Hmm. le Nord, tellement il y a une chaleur, et voilà, il y a des rencontres qui sont incroyables. Et en fait, chez Sifac, les gens qui découvrent comment dire, la vitrine est un peu déceptive, et puis les coulisses sont incroyables. Et les coulisses aujourd'hui, ben, c'est des artisans totalement investis, qui ont des talents uniques, et puis, enfin, toi qui es un passionné, tu sais, quand tu vois de la matière première des tubes, et Hmm. en début de visite d'atelier, qu'à la fin tu vois un vélo monté qui ressemble à aucun de ceux que tu as croisés pendant ta visite, tu dis, bah, c'est quand même un projet incroyable. Donc c'est ça qui m'avait attiré en tant que Hmm. passionné. Et puis, je peux pas dire que j'étais précurseur, mais en 2008, quand je rachète, hein, c'est quand même la crise des subprimes, Hmm. c'est Lehman Brothers qui fait mon rencontre. Enfin, c'est en septembre 2002, hein, enfin, c'est un moment où le contexte, enfin, structurellement déjà, l'entreprise appartient à un groupe qui est en faillite. Le contexte est quand même particulier. Et puis aujourd'hui, euh, je veux dire, il y avait qu'un fou pour reprendre l'entreprise, très Hmm. sincèrement, mais un fou qui était accompagné d'autres fous. Donc il s'est dit, voilà, de toute façon, je me rappellerai toujours, ma maman m'avait dit, moi, si tu ne le tentes pas, tu vas le regretter toute ta vie. Parce que je lui avais dit, voilà, ça engage aussi ma famille, mes parents m'ont prêté de l'argent pour que je fasse Cipac, mais Émeric, on me connaît, tu peux pas, tu es trop, bon, déjà t'es passionné, et il y a un côté très, très, comment dire, c'est viscéral, quoi, c'est épidermique, enfin, Hmm. ça t'appartient, ce truc-là. Et puis il savait aussi que j'étais un peu, voilà, je suis grande gueule et je suis tête dure, tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'il savait que, tu sais, je suis breton, donc à maman, on va pas se Alors, dire on embrasse les de mamans. raconter. Bah, surtout la mienne. On embrasse les mamans, surtout la tienne. Ouais, J'embrasse la mienne ouais. aussi au Non, non, mais passage. la tienne, ouais. J'embrasse la tienne, tu embrasses la mienne. Exactement. Et alors, petite note quand même, tu étais à cette époque-là salarié, mais salarié quand même plus, puisque à ce moment-là, tu étais le bras droit. T'avais Oui, quelle oui. position en tant que salarié dans Je l'entreprise? suis passé, alors, dans mes titres, hein, si je reprends mon travail, j'ai commencé chef produit junior, j'étais junior au départ. Après, je suis devenu responsable de la business unit CIPAC au sein du groupe José Alvarez. Mhm. Euh, et en dernier titre, j'étais directeur. Donc, j'avais le rôle de direction, mais un rôle qu'on m'a donné, je me rappelle, sur les 6 derniers mois aussi, parce que l'administrateur judiciaire avait besoin que quelqu'un puisse suivre les trucs ici. Ouais. Et, et donc, mais c'était une procédure très courte. Hein. Faut imaginer que José Alvarez avait été mis en liquidation, enfin, en redressement judiciaire en mai 2008, que CIFAC a dans un premier temps mis en administration provisoire parce que le président du groupe Neotab avait démissionné et était aussi le gérant de CIFAC, donc il fallait juste qu'on puisse continuer à fonctionner. Et puis l'administrateur judiciaire m'avait rencontré en me disant, mais vous ne seriez pas intéressé pour reprendre CIFAC? Je dis, bah, j'ai essayé. Il dit, par contre, il faut qu'on passe par la case dépôt de bilan, redressement judiciaire. Et on Hmm. a été mis en redressement judiciaire le 5 septembre et j'ai repris le 7 novembre. Tu vois, 2 mois Ok. de procédure, ce qui était court, mais ce qui m'a beaucoup appris aussi. Parce qu'on Hmm. m'avait dit, fais attention à ne pas t'essouffler, quoi. Ouais. D'accord. Donc tu parlais d'expertise, de procédés, d'innovation, d'artisanat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites chez SIFAC, euh, les procédés, enfin, donc la nature de SIFAC, donc c'est des cadres sur mesure. Ouais. Voilà. Alu, titane, quel matériau vous... Alors aujourd'hui, dans l'histoire de l'entreprise, on a construit, enfin on a utilisé tous les matériaux. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'acier. À partir de 1993, de mémoire, on a été l'un des premiers à souder le titane en France. Après, à 94, Francis, on a été sur l'alu. Et à partir du début des années, enfin, à partir de mon arrivée en 2003, on a commencé à fabriquer le 4 carbone. Ok. Aujourd'hui, donc on a toujours, et c'est toujours été je dirais, une des identités de Sifac, hein, qui, malgré tout, comment dire, dans le paysage actuel, et même sur la scène artisanale, a toujours ce côté
toujours une double identité, hein, ce qui est pas toujours simple, hein. On est entre l'artisanat et l'industrie, entre le traditionnel et l'innovation constante. Et on essaye toujours, tu vois, on parlait du vélo du concours de machine qu'on appelle paradoxe, mais l'idée, c'est toujours de dire, finalement, on a cette double identité où on essaye d'être le meilleur des deux mondes, quoi. C'est-à-dire de jamais se reposer sur nos lauriers, parce que si on a été capable d'aller sur tous les matériaux, c'est aussi qu'on s'est pas dit, on sait faire que de l'acier, donc on va rester sur de l'acier. On a toujours essayé d'être précurseur. Aujourd'hui, dans nos ateliers, ce qu'on fabrique le plus, c'est vraiment des cadres acier, inox, carbone. On fait quasiment plus d'aluminium parce que c'est devenu un peu, voilà, c'est devenu un peu peau de chagrin. Vraiment, on en faisait 3-4 par an, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu mis de côté. On shoot plus le titane parce qu'on a, voilà, on l'avait remplacé quand le carbone est arrivé. Par contre, on s'interdit pas de le relancer dans quelques années. Je pense que c'est un matériau noble et que c'est toujours intéressant de maîtriser tous les matériaux. Enfin, quand on construit des capitanes, on fait un peu comme ce qu'avait fait Caminade, à part que nous, ça va être de façon plus enfin, stratifiée, mais c'est-à-dire qu'on fait du titane avec du carbone. C'est-à-dire qu'on ne Hmm. shoot pas le titane, mais on va comment dire, l'encoller et le stratifier avec des raccords en carbone, ce qui permet d'avoir aussi finalement deux matériaux qui cohabitent parfaitement et qui peuvent quelquefois être un compromis idéal pour un cycle sportif. Donc aujourd'hui, c'est clair que SIFAC, on est vraiment on est sur encore des process très artisanaux, très très artisanaux, mais avec toute la richesse et tout le côté puis on est, quelquefois, j'ai eu coutume de dire qu'ici, parce on a quand même, t'as vu le paradoxe sur le concours de machines, mais Hmm. on a aujourd'hui un ingénieur, bah, on a toujours eu des ingénieurs dans l'entreprise, on a un chef produit, donc on a souvent la théorie de l'ingénieur qui va faire son schéma, qui va faire sa 3D, et puis il va aller rencontrer la pratique et l'expérience du cadreur. Et quelquefois, souvent, tu sais, on a l'impression on a l'impression que la théorie et la pratique, finalement, elles se rejoignent pas chez nous. Finalement, elles s'additionnent parce qu'on a Hmm. besoin des deux mondes pour derrière. À un moment, tout naît quelque part d'une théorie, hein. C'est-à-dire, c'est le plan de cadre que tu vas faire, c'est l'imagination du client, c'est au niveau de la conception, c'est ce que tu vas avoir sur ton logiciel CAO. Et puis après, la pratique, souvent, contredit un petit peu la théorie, mais finalement vient plutôt compléter, renforcer toute l'idée qu'on avait, et quelquefois même optimiser, parce qu'on a, ah voilà, aujourd'hui, on a 5 cadreurs à l'acier, un cadreur au carbone, et c'est des gens qui, tu sais, quelquefois, tu arrives, toi, tu as travaillé 3 heures, enfin, l'ingénieur, il a travaillé 3 heures sur un truc, il lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et en 5 minutes, ils vont lui prouver qu'il y avait un truc très simple à faire. Hmm. Donc, c'est marrant, au quotidien, on se marre bien chez Stop. Et alors du coup, comment on innove chez SIFAC sur des procédés type acier? Alors autant sur le carbone, je vois à peu près comment on peut innover, mais tu vas quand même nous en parler. Mais sur un matériau tel que l'acier, quelle est la part entre la tradition et l'innovation? Comment est-ce qu'on rend hommage, on va dire, à ce matériau plein de propriétés intéressantes, tout en proposant des produits qui soient au goût du jour, avec notamment de l'esthétique, des tubes peut-être un petit peu plus gros, toujours avec un petit peu de confort. Enfin, c'est quoi, voilà, comment on innove? Ouais. On innove déjà en écoutant les clients, Mhm. parce que je pense que c'est souvent, mais c'est-à-dire que souvent, enfin, j'ai l'impression qu'on fait l'innovation tous les jours. Enfin, tu sais, on fait un vélo sur mesure, c'est quasiment un prototype Mhm. constamment. Donc souvent, quelque part, le challenge, il est proposé par le client qui arrive avec, avec une problématique qu'on n'avait pas rencontrée jusque-là et à laquelle on va devoir répondre. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impression 3D peut être une solution, hein. Ils arrivent à les faire comment dire, de la découpe laser, enfin des choses qu'on va venir maintenant, qui vont venir compléter les formes de tubes qu'on peut avoir assez classiques chez Columbus en particulier, hein. Mais après, il peut y avoir, enfin, quelque part, l'innovation, c'est pas juste sur le process, hein, c'est sur euh, et notre, enfin,
on a beaucoup de gens qui innovent en interne, mais c'est vrai que notre cadre référent, qui est Damien, quelquefois, il va nous trouver des solutions à des problèmes qu'on n'imaginait pas et qui sont en plus souvent très, très esthétiques, hein. Un support de chaîne que tu vas positionner différemment et qui te permettre juste, et c'est con, hein, mais la fonction, c'est de dire, bah voilà, j'enlève ma roue, le support de chaîne va juste permettre à la chaîne de se reposer, j'ai même pas besoin de toucher ma chaîne et de laisser mes mains pour remettre ma roue quand je pars, quoi. Hmm. Et tu vas dire, c'est Oui. finalement que du bon sens, mais le bon sens est souvent le moteur de pas mal d'innovations. Ou après, voilà, on avait quelquefois des projets où on peut travailler parce que j'ai souvent aussi l'habitude de dire que ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'artisan, et c'est pour ça aussi qu'il y a une des choses que j'aimerais réconcilier, c'est l'artisanat et l'industrie. Je pense que l'atelier de l'artisan, c'est souvent le laboratoire de l'industrie, quoi. Hmm. Et il y a, là, il y a des projets où on peut travailler, alors que je ne peux pas dévoiler, mais où on est quelque part sous-traitant, ou des projets de collaboration, où à l'intérieur de ce projet-là, il va y avoir plusieurs acteurs, des gens qui vont nous fournir des pièces en impression 3D, d'autres en découpe laser, et voilà. Je pense que aujourd'hui, il y a des vraies choses qui viennent compléter le savoir-faire artisanal, et après, il y a est-ce que la créativité fait partie de l'innovation? Quand tu sais, là, on a posté un projet aujourd'hui pour un client, on lui a sculpté, enfin, on lui a sculpté, on lui a dessiné, mais on a découpé, alors, à la ligne ici, en interne, hein, mais juste un petit oiseau qui apparaît sur ses haubans et qui, pour lui, vaut toutes les innovations du monde. Ok. Génial. Et donc ça c'est sur la partie acier. Donc impression 3D métal, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez avec des partenaires, que ce soit en France ou peut-être à l'étranger Ouais, ou... ouais, nous, le principal, c'est Geometry, avec qui on a pas mal bossé, avec qui on avait bossé sur le contrôle machine, sachant que là, ça nous avait permis, en plus de faire des pièces en titane, qui permettaient d'optimiser le poids de la pièce, et puis, Hmm. bah, c'était de faire des basculeurs, là, sur la partie, bon, des arrière, qui permettaient de filtrer avec des élastomères. Enfin, voilà, il y avait quelque part, toute une palette d'innovations, hein, sur ce projet-là. Hmm. Euh, Alors pour rappel, et, parce que quand même, je pense que c'est le moment de reparler de ce projet et de le présenter. ouais. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un vélo Sifac, dont le nom est Paradox. Et en fait, le Paradox a été donc vainqueur du concours de machines 2022. C'est un gravel. Sur lequel je pense que personne ne peut être complètement indifférent parce que là, pour le coup, je trouve qu'il y a de l'innovation euh, couplée à de l'artisanat. Et c'est pas parce qu'on se parle, mais moi, j'ai vraiment été scotché par ce projet-là. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre de combinaison d'innovation Ah, et c'est d'artisanat cool. sur un produit qu'on pensait euh, pas forcément, pas forcément le théâtre d'innovation. Donc je vous invite, je vais vous mettre les notes hein, le lien dans les notes de l'épisode, mais on vous parle d'un gravel tout suspendu, donc suspension avant-arrière gravel, cadre en carbone avec des pièces fabriquées en impression 3D, de l'éclairage intégré, enfin des pièces qui sont absolument de toute beauté. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce projet, la genèse du projet, comment pourquoi, dis-nous tout. Ouais, ça, c'est un projet. Je veux dire que c'est un projet qui nous a fait dépenser quelques litres de sueur. Euh, et juste comment dire, pour te. Alors, c'est un projet qui a vraiment. Enfin, on a fait le récap, un nombre d'heures qu'on avait passé collectivement. C'est plus de 1000 heures de temps passé. On a été Hmm, plusieurs à travailler dessus, hein. Moi, j'ai travaillé dessus avec mon œil un petit peu de celui qui calculait tout en disant ça commence à coûter cher. hmm, Mais après, en fait, le concours de machines a vraiment, c'est quelque chose aussi d'unique, hein. J'invite tout le monde à venir découvrir tu parlais de chef-d'œuvre, mais je pense que chaque vélo d'artisan en général est un chef-d'œuvre et souvent finalement la signature de l'artisan et son interprétation d'un sujet.
Et c'est vrai que cette année, le concours de machine avait lieu, en fait, c'était à la fois un gravel, mais qui devait optimiser son comportement sur les pavés, comment dire, des Flandres et de Roubaix. On a quand même, Hmm. à partir de la trouée d'Arenberg, on a utilisé tous les secteurs pavés jusqu'à Roubaix. Donc, ça veut dire que ça Hmm. secoue un petit peu. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter et de démontrer que l'artisan, à travers son ingéniosité, son agilité, sa capacité aussi à être hyper réactif, hein, parce que c'est des cahiers des charges qu'on a eu début janvier pour un vélo qu'on a dû présenter en juin. Donc, 6 mois de Hmm. développement, je pense que Ouais, c'est court. quelques marques, je dirais emblématiques et un peu plus indus diraient, mais 6 mois, vous êtes fous. Hmm. Enfin, on va se dire la vérité, maintenant qu'on a gagné, hein. Parce que moi, je suis un gros rouleur et tout, et je suis bêta-testeur aussi, ça c'est ma fonction maintenant. Très bien. Et donc la fourche, on a dû la modifier parce que 15 jours avant, on était avec des lames carbone, on était en train de faire des lames, on voulait vraiment que ça soit vraiment la lame carbone qu'on avait courbée, alors qu'elle ait un flex et qu'elle suffise avec la biellette qu'on avait fait en impression titane. Donc voilà, sur le papier ça marchait bien. Puis à un moment, il dit, bah, Aymeric, on a fini la fourche parce que c'était vraiment l'élément le plus ambitieux, hein. Et puis, donc là, il faut imaginer qu'on est au mois de juin, qui fait 40 degrés, c'est la canicule, tout le monde est cramé, mais on est content d'avoir fini un truc, et puis on dit, Emmerich, allez tester le vélo. Et puis Emmerich, qui revient, il avait tout cassé. Il avait tout cassé. Et donc, j'ai vu une déception, on était vendredi soir, à 15 jours du truc, on a remodifié, c'est pour ça qu'il y a en fait, on l'a fait un peu sous forme de, tu sais, de phosphore, on a renforcé tout ça, mais à l'origine, il y a une partie qu'on a dû rajouter parce qu'on a corrigé le tir, parce qu'à un moment, Hmm. quand je te parle de labo, bah, on est un labo et Pinot, fallait pas juste qu'elle fasse 200 mètres avec Émeric Lebrun et passer un trottoir, fallait qu'elle aille jusqu'à Roubaix. Donc on a revu la copie, sachant en plus qu'il y avait quand même le cadre à finir. Et pour le coup, on était parti aussi sur un carbone parce que tous les tubes ont été faits en interne. Hmm. Et puis on parlait, quelle est l'innovation qu'on peut avoir sur le carbone? Euh, nous, l'une des choses qu'on peut faire aujourd'hui, justement avec une machine à commande numérique, on est en capacité, alors pour de la toute petite série, voire du produit unique, de faire nos propres moules en cire, pour sortir un tube vraiment à l'unité, pour faire du sur-mesure jusqu'à la section du tube sur le carbone. Et c'est vrai que la difficulté d'un tube carbone aujourd'hui, c'est qu'en général, ça demande beaucoup d'investissement. Dès que tu es sur des moules, je dirais métalliques, où là, ça peut être assez lourd. Mais nous, on a trouvé un moyen où on peut même recycler la cire une fois qu'elle est faite, et ça nous permet, alors, si tu veux, ça reste artisanal, c'est-à-dire que si demain je veux faire 1000 pièces avec ce moule-là, ça va pas être intéressant. Par contre, tu Hmm. peux sortir un tube à l'unité, et même pour des clients, on leur a fait un cadre carbone où on leur a dessiné des tubes et ils sont repartis avec leur cadre carbone sur mesure d'un point de vue géométrique, mais on a été jusqu'à leur dessiner et faire design des tubes. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle qui est unique, totalement unique. Et donc le paradoxe, c'était ça aussi l'idée, c'était de montrer, enfin, il y avait Paradoxe, le aussi, modèle, pardon, hein. ouais, le modèle, oui, Ouais, pardon, parce qui, que qui pour traduit bien, tout, qui pour bien traduit tout. pour bien Ouais. resituer. Oui, oui, non, mais c'est comme quoi, tu sais, j'ai aussi cette spécialité-là, c'est de trouver des noms où à un moment, on se dit, oh là là, c'est encore un mec qui essaie d'intellectualiser les choses. Ouais. Bah, il faut que Euh, nos auditeurs ils puissent suivre aussi, hein, tu vois. Donc, bon, bah, ouais, je vais m'adapter, tu sais, le côté arrogant va revenir. Euh, ça va. mais voilà, c'était l'idée vraiment de ce modèle de concours, c'était à la fois que qu'il soit performant sur les routes, Hmm. et ce qu'on rappelle, et si Paul, notre ingénieur, qui a été vraiment avec Damien, le cadreur, ça a été les deux grosses, plus que des chevilles ouvrières, hein, ça a été les porteurs du projet, ils ont dépassé des heures, je souvent la nuit. Le vélo, on a fini de le monter le jeudi matin à 3 heures du matin. Mhm. On passait en commission technique avec notre pilote qui était Sophie Gâteau, et qui est propriétaire du vélo, hein, qui a acheté le vélo. On passait en commission technique à 15 heures à Roubaix. C'est-à-dire que le vélo était fini à 3 heures. On passait 12 heures après à Roubaix. Et on repartait le lendemain matin, parce que tu parlais d'éclairage intégré, parce que tout est intégré, parce que l'idée de ce type de vélo de concours, c'est à la fois qu'il corresponde à un cahier des charges, mais on veut aussi qu'il ait souvent des fonctions supplémentaires et qu'il soit autonome au niveau de l'éclairage, Hmm. parce que beaucoup de nos clients aujourd'hui, Bien sûr. leur vélo a souvent plusieurs fonctions, hein. Hmm. C'est pas juste de faire, comment dire, du vélo la journée, ça peut être aussi de faire l'ultra distance, et donc, on était parti à 5 heures du matin. Donc, Sophie a découvert son vélo à 15 heures le jeudi. On est parti à 5 heures le vendredi matin.
Sachant que le brief, l'épreuve avait eu lieu le soir, le jeudi à 21h, donc je crois qu'elle a fait 2 kilomètres pour aller de la commission technique jusqu'à l'hôtel, et elle a fait 3 kilomètres avant d'affronter 220 kilomètres sur les pavés de Roubaix. Et moi je l'ai accompagné, voilà, parce qu'on m'avait accompagné sans assister, et je peux te dire que sur chaque pavé, je regardais les élastomères, je regardais Hmm. les lames carbone, et j'avais qu'une peur, c'est que ça ne tienne pas, quoi. Hmm. Et ça a tenu 220 km, et on s'est rendu compte bah, Génial. que, ouais, c'est des histoires, mais alors tu serais venu le lundi matin qui suivait dans les ateliers, parce qu'on est rentré le soir, parce que c'est toujours pareil, il faut toujours imaginer que la difficulté d'une petite structure comme la nôtre, c'est que quand les ingénieurs et les cadreurs et les opérateurs font un prototype, bah c'est au détriment aussi de notre production quotidienne, quoi. Hmm. Donc le lundi, il fallait se remettre à travailler, et voilà, je pense qu'on a été je faisais des litres de cafetière tous les jours. Ils étaient Ok. super puissants parce qu'il fallait continuer. Euh, Énorme. Là, donc, on a quand même on a quand même un engin. Donc, on parle toujours du Paradox, ce modèle de vélo gravel, bikepacking, ultra distance. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'avenir du gravel, qui est une discipline, gravel ultra distance, bikepacking, qui a vraiment le vent en poupe. Et, la raison pour laquelle ce vélo a gagné le concours de machine, est-ce que c'est pas aussi parce que ça répond à un besoin de pas mal de monde, y compris moi potentiellement, qui était à la recherche du vélo ultime pour rouler avec du confort sur des distances assez longues, avec un beau produit, avec des pièces bien finies. Enfin voilà, est-ce que c'est pas ça que le marché attend? Je, 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 je l'espère. Non, mais oui, je pense que comment dire, ça fait partie des solutions aujourd'hui qui sont vraiment attendues, hein, Mm. par les consommateurs, par les utilisateurs, et que alors le gravel, c'est vrai que c'est un truc, et j'ai souvent l'habitude de dire que le gravel c'est un peu fourre-tout parce qu'il y a pas mal de Mm. vélos. La famille est très large hein, sur le gravel. C'est un peu le Euh, freeride de la route, quoi, le hein. gravel, Mm. ouais, ouais, en plus moi qui suis routier, à chaque fois que je fais une épreuve gravel, une fois sur deux, je finis à l'hôpital tellement je suis pas bien. Euh, mais euh, mais j'aurais besoin justement d'un vélo qui puisse permettre voilà, de pas être trop rigide et de pouvoir amortir un peu comment dire, mes lacunes techniques quand je roule en gravel. Toi, on avait dans le jury, il y avait Alexandre Voisine, qui est quelqu'un qui est Alors un attends, ça a coupé technophile un et en petit fait qui a peu. un Tu me parles d'Alexandre Tu Voisine. m'entends là ou pas? Ouais, ouais. Tu connais Alexandre Voisine Mais ou bien pas? sûr. Alexandre Voisine? Ouais. Bah, de chez Decat. Ouais, de chez T4, oui, Bien il était dans le sûr. jury du concours de Mais bien cuisine. sûr. Attends. Et c'est Alexandre Voisine, avec qui c'est- j'ai bossé chez Decat. Donc lui, il est designer produit chez Decat. Et moi, j'avais travaillé à l'époque avec lui, 2005-2006, parce que j'étais testeur sur le vélo de freeride Decathlon, le fameux 9FR. Et donc, D'accord, donc d'accord. Alexandre faisait partie de l'équipe, c'est lui qui avait designé le vélo. Et donc on bossait ensemble là-dessus, super époque. Et puis Alex, toujours adorable, toujours quelqu'un de génial, passionnant et passionné, ça va l'un avec l'autre. Donc ouais, ouais, allez voir sur son Insta, il fait plein de trucs fous Ah ben aussi, du Grand Bi, voilà, les champions du monde de Granby. il est champion du monde de Grand Bi, énorme. Voilà. Ouais. Bon. Mais pour te dire, bah toi, alors pour revenir à Alexandre, qui était membre du jury, hein, mais qui est quelqu'un que je connais, à qui on a fabriqué un vélo en 2010, quand il a fait son Paris-Roubaix en pignon fixe. Voilà, et le premier gravel qu'on a pu faire, c'était pour lui, c'était un cadre inox, c'était un Monster Cross, hein, enfin, une Ultra Six, c'était une Ultra Six, comme ça, parce que lui, il va faire comment dire, voilà, du gravel très, très engagé. Hmm. Et c'est vrai que il dit, mais aujourd'hui, voilà, c'est la réponse, aujourd'hui, à la pratique du gravel telle que beaucoup l'envisagent. Et c'est vrai que le bikepacking va souvent de pair avec gravel, hein, Hmm. enfin, sur ce type de gravel-là, parce que je pense que
l'idée est toujours d'avoir quoi cette envie d'être voilà le côté off-road et le côté cette liberté, cette possibilité d'aller quasiment partout, tout en étant sur des vélos qui restent malgré tout assez sportifs. Hein. Je pense que Bien sûr, ouais, ouais. on a envie à la Hmm. fois de, je crois que cette versatilité, ce confort, cette envie de pouvoir affronter et découvrir et puis de rencontrer pas mal de péripéties et d'aventures, tout en se préservant aussi physiquement, hein, parce que c'est Hmm. clair que la situation, à un moment. Alors moi, tu vois, je suis tellement issu de la route que déjà, moi, pour moi, je vois ça comme une déperdition d'énergie au départ. Hein, Ah mais bah, bon, avec tes petits pneus de 23 là, c'est. Ah, je suis passé. Attends. Quand je suis passé déjà au 25, j'ai eu l'impression de devenir cyclotouriste et Oh. maintenant on me dit 28. Alors si tu veux, moi j'y arrive plus, quoi. Mais attends, quand tu regardes Mais les SP ou même plus en 32, alors oui, non, mais pour aller plus loin encore, moi j'ai un Sun Special S1, je sais pas si tu vois ce que c'est comme vélo. Sun Special S1, c'est un vélo de route que Sun avait fait, un truc assez mythique. C'est le meilleur vélo que j'ai eu, qui a lui des pneus en 47. Et donc, 47. ouais, les pneus, c'est les pneus WTB Horizon et en 47. Magnifique. Bah, et du coup, je discutais avec Bastien Donzé, que tu connais peut-être. Bastien Ouais, Donzé qui est chef produit ou ingénieur produit, je sais plus exactement, mais en tout cas, il développe les roues Zip, voilà, aux US. d'accord. Bastien qu'on salue, et qui me disait que quelque chose de très intéressant, qui me disait que le delta entre le confort et le rendement, en fait, ce que tu perds en rendement, tu le gagnes en confort. C'est-à-dire que tu peux potentiellement faire des distances un peu plus longues avec des plus gros pneus que tu ferais pas avec des plus petits pneus. Alors forcément, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut pouvoir accélérer et vouloir de la nervosité? Mais en tout cas, voilà, des gros pneus, c'est quand même vachement bien, assez sécurisant. Euh, et ouais, effectivement, on est loin des pneus en 23. Ouais, mais tu vois, mais c'est drôle parce que, enfin, moi je dis ça parce que c'est vrai qu'ici, il nous arrive quelquefois de voir des vélos. Nous, on a une activité, on pourra en parler tout à l'heure, mais qu'on appelle garage, ou quelquefois des vélos, ou des vélos qu'on a encore, des vieux cadres qu'on a pu avoir à l'époque d'Alvarez, on les a encore et on voit que sur le cahier des charges et sur les géométries, on voit que la demande de pneus, c'est du 700 par 21. Hmm. Ça a pas mal changé, quoi. Ouais, Mais, euh, mais pour autant, tu vois, je suis passé sur du 700 par 26 et il a fallu que je me fasse violence pour l'accepter. Et après, voilà, tu parlais de rendement et de confort. D'une part, je pense que de toute façon, il y a un moment où, comment dire, en termes, le confort est aussi synonyme de performance sur le long. hmm, Vraiment, être, comment dire, préserver son potentiel énergétique, comment dire, se dire qu'au bout de 4 heures, j'ai mal nulle part et que j'ai encore de l'énergie, finalement, ça participe à la performance. Et je crois bien que sûr. Hmm. voilà, je crois que, et puis après, donc quand on roule, quand je fais difficilement 30 de moyenne sur une sortie vélo, c'est mon max. Bon, je crois que là, à un moment, plutôt que je me préserve et que je me rappelle que j'ai dépassé les 40. Très bien. Alors justement, parle-nous de l'activité garage. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un truc qu'on est en train de développer. Hmm. Voilà, en fait, et là, j'étais encore ce matin, on est accompagné par la Chambre de commerce dans le cadre d'un programme impulseur où on rencontre pas mal de chefs d'entreprise. En fait, c'est un projet qui est, on a, alors c'est une rubrique qu'on a aujourd'hui sur notre site. Et en fait, le garage, on met en vente un petit peu tous les vélos, soit les vélos d'expo, soit les vélos qui ont servi de tête de cuvée parce on a quelquefois fait des échantillons ou un Hmm. modèle qu'on a fait. Et donc, ou soit aujourd'hui, vu qu'à l'époque d'Alvarez, pour le réseau Boutissi, on avait fait aussi des fabrications en série de cadres qu'on a toujours Boutissi. Quand on a un peintre en formation, ou même un cadreur en formation, on va lui faire une peinture sur un cadre ou un nouveau process de peinture qu'on a envie d'essayer. Avant, on le faisait sur des tubes. Maintenant, je le fais sur des cadres qui servent finalement d'expo. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le garage. C'est un petit peu tous les produits qui sont uniques, qui sont pas sur mesure parce qu'ils Hmm. sont déjà fabriqués.
Et puis, en fait, on a voulu développer ça parce qu'on est sollicité, en fait, SIFAC, ça fait 40 ans que ça existe. C'est l'héritier de Meral qui, aujourd'hui, on en pourra rappeler tout à l'heure, mais c'est une marque qu'on a relancée et qui est comment dire, la traduction en petite série. SIFAC, c'est sur mesure et Meral, c'est sur la petite série, mais c'est les mêmes artisans. Et Meral existait avant SIFAC. L'atelier de SIFAC aujourd'hui est situé juste en face de là où étaient fabriqués les vélos Meral il y a 50 ans. Pour te dire voilà, qu'il y a quand Ok. même un vrai storytelling qui est juste Hmm. notre. Et en fait, on est régulièrement, parce que les gens, maintenant, je pense que les passionnés sont de plus en plus, comment dire, concernés, intéressés, euh, connaissent la valeur finalement des vélos et on est régulièrement sollicité par des clients qui nous disent voilà, j'ai tel vélo que j'ai retrouvé dans un garage ou j'ai tel vélo que j'ai retrouvé sur eBay. Voilà le numéro de fabrication. Est-ce que vous pouvez me garantir qu'il vient de chez vous? Donc régulièrement on est sollicité. Ou d'autres clients qui nous disent bah voilà, j'aimerais me séparer de mon vélo parce que j'ai un problème de santé ou parce que j'aimerais en acquérir un nouveau chez vous. Mais est-ce que je pourrais passer par vous? Et en fait, on s'est dit bah pourquoi pas ouvrir notre garage aujourd'hui qu'on a chez Zipac, finalement au garage de tous des clients potentiels ou tous les gens qui aujourd'hui ont un vélo Sifac Meral ou un vélo qui a été fabriqué chez nous pendant les 50 dernières années, qui dort dans un garage et qui aimeraient faire ressortir du garage et de se dire bah rien de mieux que le vélo repasse par là où il est né, quoi. Donc, en Hmm. fait, là, on a eu il n'y a pas longtemps un vélo, un CIFAC qui a été déposé par notre client, qui nous a dit, voilà, là, il a un problème de santé. On l'a mis en vente sur le garage, qui a été racheté par un autre client. Et en fait, on a enlevé le nom, parce que souvent, les cadres, il y a le nom Hmm. du client. Le client est venu ici le chercher. Et en fait, quelque part, c'est aussi, bon, dans le cadre de l'économie circulaire, je crois qu'on a. En fait, moi, ce que j'ai envie de prouver, et aujourd'hui, l'une des valeurs de l'entreprise, c'est de dire que ces vélos sont durables. Et aujourd'hui, si on a des vélos qui ont été fabriqués il y a 50 ans et qui peuvent encore rouler, je pense que ça prouve aujourd'hui toute la qualité et tout l'engagement de l'entreprise, parce qu'on n'est pas là pour faire. C'est des vélos qui sont pas millésimés, c'est pas des vélos catalogue. Et et puis, on a aujourd'hui le savoir-faire et pour repeindre des cadres, et pour les réparer, ou pour les restaurer. Et donc, on s'est dit, bah, le vélo Sifac, c'est souvent le vélo d'une vie, mais un vélo Sifac, finalement, peut aussi avoir plusieurs vies, parce qu'à un moment de sa vie où un client peut vouloir s'en séparer. Et puis, ce qui a été aussi assez intéressant à travers ce cas pratique, c'est que le client qui est venu acheter ce vélo de seconde main, hein, finalement, Hmm. à la fois, il est venu dans nos ateliers, il a rencontré les artisans, Hmm. et en fait, il avait besoin d'un vélo pour pouvoir à l'Ouest Paris. Et puis, dans le contexte, alors maintenant c'est un peu moins vrai, mais dans la pénurie passée, à un moment, si tu voulais un vélo de qualité assez rapidement, il y avait que le vélo d'occasion qui permettait d'avoir un vélo de qualité, quoi. Et donc voilà, donc c'est ça l'activité garage, c'est de dire, c'est de confirmer, ça vient un peu consolider l'ensemble du projet de CIFAC, l'ensemble de Hmm. son histoire, c'est que nous, on est quand même très, très attachés, on parlait de la tradition, de l'innovation, mais donc au patrimoine que l'on est, à l'héritage dont on est, enfin, dont on est responsable. Aujourd'hui, je te parlais de Stéphane Goudard qui part à la retraite. Je me dis quelque part, on est aussi les héritiers de toute une génération et donc c'est voilà, c'est l'idée de dire qu'un vélo, on veut pas qu'il finisse à la poubelle et on veut garantir à un client qui achèterait un vélo Sifac ou Méral d'occasion qu'il a bien été fait chez nous et puis qu'il repasse par chez nous et que on va lui redonner une deuxième vie. Ok, excellent. Euh, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent. Vous nous direz. C'est le sujet justement de l'artisanat et notamment de la formation. Comment tu recrutes? Est-ce que c'est dur de recruter? Alors, si tu me disais non, c'est super easy, je serais un peu étonné. Donc, j'aimerais que tu nous en parles Ah, aussi. je vais sûrement t'étonner alors. Ah bah Euh, alors donc avec un bémol, hein. je te fais mon batch de questions et Je ouais t'écoute. en fait moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que en 2023 on poursuit cette démarche d'artisanat. Est-ce qu'il y a des difficultés
aujourd'hui à poursuivre cette démarche, quelles sont-elles? Et puis évidemment, le nerf de la guerre, c'est la compétence, la formation, le recrutement. Et donc, dis-nous, dis-nous comment tu fais et comment tu attires des gens vers toi. Alors, euh, bon, ta question va me demander enfin, de bien étayer Bien ma sûr. réponse. Hmm. Et je te remercie. Non, non, c'est un sujet qui est plus que fondamental et qui est qui est aussi passionnant qu'il est difficile. Alors, c'est pas le recrutement en lui-même qui est le plus compliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, je crois et surtout depuis la sortie du Covid, hein, euh, tu vois, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose dont on parle dans tous les médias, c'est la quête de sens. Aujourd'hui, on Hmm. recherche du sens. Et nous, je crois qu'une entreprise comme la nôtre, je dirais qu'elle a à travers ses valeurs, mais aussi à travers ce qu'elle fait, nous, on a une chance extraordinaire hein, dans un atelier d'artisans. Et c'est comment dire, c'est un bonheur que j'ai quotidiennement, mais je crois que c'est un bonheur. En fait, on apporte du bonheur à celui qui va acheter son vélo, mais aussi à celui qui le fabrique. Hmm. Et en fait, on a une chance, enfin, la chance qui est incroyable et qui pour moi reste encore, enfin que j'admire et je me sens hyper privilégié tous les jours, c'est de me dire, mais moi, je vais permettre à un cycliste passionné de rencontrer celui qui va lui fabriquer son vélo. Hmm. Et ça déjà, et donc ça déjà le sens aujourd'hui, la quête de sens, mais il va bien au-delà du salarié, hein, qui va aussi, qui va jusqu'au client hein, qui achète un vélo chez un artisan. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'attirer beaucoup, beaucoup de gens. Moi, je reçois 10 CV par semaine de gens, alors sur toutes les fonctions, hein, sur des fonctions, je dirais, d'ingénierie, sur des fonctions commerciales, mais aussi des gens qui rêvent d'apprendre le métier de cadreur. Je crois que le Ok. métier de cadreur et le métier de Hmm. peintre, les gens ont envie d'apprendre. Donc, aujourd'hui, pour illustrer ça, le dernier poste de cadreur qu'on a ouvert, on a eu 50 candidatures de la France entière. Ok. C'est incroyable. Enfin, bon, après, Hmm. voilà, c'est pour ça que je te dis, ta question, elle est très pertinente, Compris. c'est parce que le plus dur, ça va être de former, Hmm. parce que là, la formation, si tu veux, tu peux avoir, on a des dispositifs, hein, comme disent les compagnons du devoir, on a eu quelquefois des gens dans le cadre du compagnonnage, mais apprendre à fabriquer un cadre, aujourd'hui, c'est réunir plusieurs métiers en un ou une artisan, ou artisan, je sais pas comment on dit. En tout cas, un ou une cadreuse. Euh, Hmm. et c'est beaucoup de métiers à apprendre. Hein. Je dirais quelque part, la soudure, la soude-brasure, c'est une partie du métier, mais la lecture du plan, la découpe des tubes, la gruge, comprendre aujourd'hui qu'un cadre de vélo, c'est quelque part, c'est clairement le squelette du vélo. Et donc, c'est comprendre aussi tous les composants qui peuvent monter dessus, parce que quand tu fais un cadre sur mesure, à la limite, le plus simple, c'est de lire le plan. Mais après, d'envisager non, rien qu'une section de pneus, enfin, quand tu dois faire des passages internes, faire attention aussi à pas mal de choses. Et souvent, si tu veux, un vélo, quand il est sur mesure, tu te retrouves confronté à une équation finalement, que tu n'as jamais rencontrée et que tu dois résoudre. Et quelquefois, c'est des heures comment dire, d'apprentissage, c'est des heures de savoir-faire, c'est des heures aussi de transmission, surtout que ceux qui transmettent en interne, c'est ceux qui normalement fabriquent. Donc, c'est toujours un vrai investissement et c'est ça la plus grosse difficulté, c'est le temps de formation. Hmm. Aujourd'hui, nous, un cadreur ou même un peintre, on estime que c'est au moins un an d'apprentissage dans l'entreprise. Et quand il arrive et qu'il veut se former de A à Z, c'est ça? Ouais, de A à Z. Et puis, Hmm. parce qu'aujourd'hui, en fait, après, il y a aussi, on va dire que tu vas aller de 0, 1, 2, 3, 4 en termes de niveau d'acquisition du savoir, mais Euh, il y a bon, est-ce que tu sais faire ou pas du tout? Après, il y Hmm. a, est-ce que tu as déjà commencé, est-ce que tu commences à avoir des connaissances? Est-ce que tu es autonome? Puis après, est-ce que tu es performant? Parce qu'après, il y a aussi un contexte économique où à un moment, si tu dis le cadreur, et il est super bon, mais par contre, il met 150 heures à faire un cadre, alors c'est extraordinaire, mais à la fin, il y a aussi un contexte économique. Donc, Hmm. il y a un temps de formation, il y a un temps d'apprentissage. Et, euh, et c'est là où c'est vraiment le plus compliqué aujourd'hui. Alors, il y a deux formations de cadreurs qui ont été mises en place. Il y a les cycles Victoire, Ouais. qui a mis en place avec l'AFPA de Beaumont.
Donc, et d'ailleurs, la première session a commencé en février et nous, on aura un stagiaire qui va nous rejoindre. Mais je pense que là, c'est vraiment une belle avancée, même si on est conscient que on va dégrossir le travail, mais qu'il y Hmm. aura toujours beaucoup d'apprentissage en faisant. Et puis, il y a aussi Sub de vélo qu'il a fait, je crois, avec l'Institut de la soudure. C'est les Jourdain, oui, ça. Ouais. Ouais. Euh, Hmm. donc voilà, donc il y a deux formations et après, voilà, c'est des choses qui vont faire gagner du temps enfin, aux entreprises comme SIFA, comme Canada, comme Victoire ou comme tous celles qui aujourd'hui embauchent des cadreurs. Et puis après, nous, on a un dispositif qu'on a mis en place, là, qu'on a mis en place cette semaine, justement dans le cadre, avec notre OPCO, en fait, on va devenir nos propres formateurs où en fait on va faire des contrats de professionnalisation même en peinture. La personne qui remplace le Stéphane qui part à la retraite, elle a 50 ans, donc il Hmm. dit un contrat pro à 50 ans, tu te dis merde, c'est pas Ouais. comme ça. Enfin, on voit toujours l'alternance et tout. Il dit non, c'est vraiment des dispositifs sur tout ce qui est métier, je dirais, d'exception, des Hmm. métiers qui n'existent pas. Et donc voilà, il y a des dispositifs qui existent, mais derrière c'est beaucoup beaucoup de temps d'apprentissage. Et puis après, le deuxième volet et qui est prêt peut-être sur les générations Y et Z, c'est vrai que, bah, encore une fois, je vais reciter Stéphane, quelqu'un qui va faire 20 ans de carrière ou 40 ans chez SIPAC, ça n'a plus existé aujourd'hui. Au bout de 3 4 ans, les gens ont envie de découvrir autre chose. Et Hmm. voilà, c'est aussi comme ça que la société évolue. Je trouve, moi, que les jeunes ou moins jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui, ils sont passionnés. Les gens quittent quelquefois Paris, quittent Lyon pour venir alors, vivre à Tours et puis aller travailler à l'affût à 35 km de Tours, parce qu'ils rejoignent un projet, ils arrivent souvent avec une curiosité, une culture, un dynamisme qui, moi, m'enthousiasme, enfin, qui est très enthousiasmant. Pour autant, après, voilà, on sait que ils vont être sur des carrières de 3 à 5 ans dans l'entreprise, peut-être un peu plus, mais voilà, il faut Hmm. aussi qu'on prenne ça en compte et que, quelque part, ce qui nous a plu dans leur candidature, cette curiosité, cette envie un petit peu d'aller très très vite, bon, bah, ça fait partie aussi du risque qu'on a de les perdre, enfin de les perdre, en tout cas qui nous Hmm. quittent plus tôt que prévu et qu'on ait, je veux dire un gros mot, mais que le retour sur investissement par rapport au temps qu'on a passé avec eux soit pas suffisant. Mais voilà, donc pour répondre en tout cas à ta question, c'est le recrutement, ou en tout cas trouver des candidats intéressés, c'est aujourd'hui pas le problème, c'est plus la formation, puis après la fidélisation des salariés pour qu'ils Hmm. puissent rester suffisamment longtemps, quoi. Ok. Et pardon, combien de formés par session? euh, enfin, en gros, combien de personnes sont formées par an au métier de cadreur et quel est le potentiel de recrutement pour des marques, des entreprises? Et ils vont où ces gens-là? Enfin, quand ils vont pas chez Sifac, ils vont où? Ben, bonne question. Non, non, c'est aussi c'est le problème de cette formation, enfin le problème, ou en tout cas c'est le risque ou la question qu'on va se poser, hein, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est 8 candidats qu'ils ont dans chaque formation, entre 8 et 10, hein. Mhm. Donc on va dire, allez, on va dire que ça va représenter entre 15 et 20 personnes qui vont être formées pour finalement être disponibles pour un emploi de cadreur. Combien de Mais temps c'est elle dure vrai la formation? qu'aujourd'hui, alors elle dure, je crois, attends, de mémoire, il commence en février. Je crois que c'est 4 mois de formation et puis après 2 mois en entreprise, donc ça va être 6 mois. Ok. Ce qui est déjà bien. Enfin, je veux dire, après, Hmm, c'est une bien sûr. formation qui est intéressante. Après, c'est vrai que la question, c'est aujourd'hui, sur 20 candidats, combien vont pouvoir finalement, enfin, combien il y aura de postes à pourvoir sur la place, quoi. Bien sûr. Hmm, Aujourd'hui, nous, on va dire que c'est un poste de cadreur tous les 2 ans. hmm. Donc, Ouais. Hmm, on va avoir 3 4 structures. Donc, peut-être que c'est 3 4 emplois par an, plus après des gens qui vont vouloir s'installer à leur compte. On a aujourd'hui, beaucoup d'artisans aujourd'hui se sont installés en entreprise individuelle ou ont commencé, comment dire, finalement, sont devenus leurs propres patrons et ont commencé à fabriquer pour eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est toujours le problème comment dire, des emplois que tu vas créer derrière, parce que faire des formations pour que les gens soient informés et que derrière ça ne génère pas finalement d'emploi, ça peut être hmm. le, le problème. Après, d'un autre côté, on peut aussi se dire que ça va peut-être aussi favoriser un peu de relocalisation sur la France, parce qu'aujourd'hui, voilà,
C'est-à-dire, si tu exclus les cadres de vélo artisanal, tu n'as plus beaucoup de cadres qui sont fabriqués sur le territoire. Mm. Donc aujourd'hui, vu qu'on s'est toujours plaint que le temps de formation était trop long, bah, finalement, s'il y a des gens, entre guillemets, prêts dans l'emploi, peut-être qu'il y aura des structures, soit des structures comme CIFAC ou d'autres qui vont pouvoir se développer, soit d'autres structures qui vont dire, bah, nous, peut-être que dans 5-6 ans, tu auras des petits, comment dire, des manufactures, parce qu'on ne fera jamais sur des usines, hein, sur tout Mm. type d'emploi, mais des manufactures qui vont regrouper une vingtaine, une trentaine de cadreurs qui travailleront peut-être en marque blanche pour d'autres, pour des grandes marques ou pour des marques qui aujourd'hui euh, n'ont pas forcément l'envie de créer leur propre site, mais veulent s'adosser à des gens qui savent. Parce qu'après, il y aura Mm. sûrement d'autres. Enfin, à partir du moment où il y a des gens qui sont formés, je pense qu'il y aura des opportunités qui vont exister. Ok. Et justement, alors, comment est-ce que tu vois le... C'est quoi pour toi la tendance? Est-ce que tu arrives à voir un peu ce qui se passe au sujet de l'artisanat, justement, de la fabrication des cadres? Et est-ce que tu as pu voir, notamment avec la période Covid, est-ce que tu as pu voir une évolution? Est-ce que tu as pu voir peut-être que le manque de disponibilité des vélos a fait que, ben, en fait, les gens ont voulu des vélos à eux, vraiment sur mesure. C'était quoi pour toi l'impact et qu'est-ce qu'on en a tiré de cette période? Bah non, la question, elle est super pertinente. Et en plus, tu donnes des éléments de réponse déjà dans ta question. Aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte, enfin, le Covid nous a aussi beaucoup, beaucoup aidé comment dire, à faire preuve. Enfin, il y a une certaine pédagogie, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que fabriquer un cadre de vélo, déjà, il n'y en avait plus beaucoup sur le territoire. Et donc, je pense que des gens se sont posé des questions et se sont dit, mince, il y a quand même un problème, hein. On va pas dire qu'il faut une souveraineté de tout, mais en tout cas, quand on sait plus rien faire, on est quand même un peu comme des cons. Mm, Excuse-moi. Et après, on s'est aussi, ils se sont, enfin, ce qui a été drôle, c'est que nous, souvent, j'explique que la période du Covid a permis l'acceptation du délai, qui était quelque chose où, à un moment, quand on disait qu'un vélo artisanal sur mesure, fallait attendre 6 mois, en mm, 2019, on disait, mais ça va, quoi, c'est qu'un cadre de vélo fabriqué. Puis après, quand finalement, toi, tu as continué à les faire ces 6 mois, parce que, alors, sur les cadres, après, sur les composants, quelquefois, on était aussi mm, tributaire de Shimano ou d'autres. Mais quand toi, tu as continué à finalement être en capacité de faire un cadre artisanal sur mesure en 6 mois, quand des grandes marques généralistes annonçaient quelquefois 18 mois, finalement, l'acceptation du délai, enfin, c'est ce qui m'a vraiment fait rire, parce que c'est ouais, un petit peu, comment dire, j'allais dire, oui, je c'est pense que c'est ironique, quoi. Enfin, l'ironie de la c'est. chose. Ouais, 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 c'est Ouais. ça, c'est l'ironie du truc. C'est Mm, me dire en septembre 2019, on m'appelait en me disant 6 mois, qu'est-ce que c'est long, et qu'en avril 2020, quand on m'appelait à la sortie du confinement, ils disaient, bah nous, c'est 6 mois, on dit, ah bah vous êtes rapide, quoi. Et c'est ça que, déjà, je trouve que ça ouais. a été quelque chose d'hyper, Mm, enfin, vraiment, ça a participé. Puis, je crois que tu sais, les gens ont eu envie, je te disais tout à l'heure que la chance qu'on a, nous, c'est que les gens qui fabriquent puissent rencontrer ceux qui vont utiliser. Donc, nos clients peuvent rencontrer ceux qui fabriquent. Et il y a eu un moment, je crois que tu parlais, tu sais, aussi du retour de l'envie de faire des salons. Euh, ouais. moi, je suis très très content voilà, de faire un podcast avec toi, mais ce côté distanciel m'a un peu un moment gonflé, quoi. Mm, Euh, enfin, toi, de retrouver la valeur des gens, la valeur les rencontres. Et je crois que nous, aujourd'hui, un vélo artisanal, c'est aussi une rencontre. C'est de venir rencontrer, c'est de venir quelque part, le vélo artisanal, il est, il y a l'objet qui compte, il y a ce qu'il devient à la fin, et je crois on est tous admiratifs de l'objet, mais je crois c'est aussi un prétexte à se rencontrer et à écrire le client et l'artisan, finalement, une histoire ensemble d'un vélo qu'on a créé. Et je pense que ça, c'est vraiment des choses, nous, on n'a jamais eu autant de coups de fil mais même toujours aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous appellent parce que je pense que les gens se rendre compte que le vélo artisanal et le vélo fabriqué sur le territoire, c'est une autre histoire qu'on va raconter. Et pour revenir, il y a une autre chose, bah, on a écouté le podcast de Thierry Garcia tout à l'heure, l'histoire aujourd'hui des surstocks en magasin. mm, Et nous, alors, autant SIFAC, nous, on est sur du B2C, mais sur Meral, on est dans une relation B2B. Et on s'est rendu compte que, ah voilà, on est passé, si on refait les 3 dernières années de la distribution dans le cycle, je pense que on passe par tous les étoiles et le côté coup de fouet, on le ressent, hein. C'est-à-dire, il y a des fois, c'est trop haut, c'est trop bas.
on est en pénurie et en 6 mois, on passe en surstock, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que des magasins avaient été, beaucoup de magasins ont été, comment dire, complètement, enfin, cette situation, la situation passée les a, enfin, ils ont été, ça a été dur pour eux parce on leur a imposé, les grandes marques leur ont imposé de prendre Hmm. des engagements. Il y a des grandes marques aujourd'hui, enfin, ils leur ont dit, 2020, tu m'as commandé ça, 2021, voilà ce que tu me commandes. De toute façon, c'est moi qui décide parce que c'est ça ou rien, quoi. Et je pense qu'ils ont été, complètement traumatisés, hein, les magasins, par la situation. Et en fait, on se rend compte, et là, je parle de Méral parce que je pense que là, sur la petite série et le fait de fabriquer localement, je pense que les gens se sont rendus conscients, enfin, se sont rendus compte aussi que c'était un moyen d'avoir de la disponibilité, de pas être tributaire, de production, à l'autre bout du monde. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que Méral, la force de Méral, qui est vraiment notre fabrication en petite série, c'est que vu que nous, on fait de la petite série, on a toujours un stock, en cours de fabrication, on est capable de répondre en 1 à 2 mois, sur une livraison d'un cadre, ou d'un vélo complet. Et en fait, les magasins, en fait, préfèrent se reposer sur des petits artisans comme nous, capables d'être agiles, capables de ne pas leur imposer des volumes et de se dire, bah voilà, à leurs clients, bah, j'ai un vélo, je peux vous commander un vélo Méral, ou en plus vous avez un choix de couleur parce qu'on a les stocks bruts, donc on peut peindre, à la commande. Vous l'avez en 2 mois et en plus il est fait en France. Et donc voilà, donc pour te dire que Hmm. la période Covid, finalement, ça a permis comment dire, redonner de la vraie valeur d'une fabrication locale et artisanale. Un sujet un sujet connexe, qui est le sujet du Made in France. Donc, du coup, t'es en plein dedans. Ouais, Moi, j'ai été au Salon de Lyon, le petit mais beau Salon de Lyon, salon de la moto et de la mobilité, sur lequel on a vu pas mal de belles choses. Plutôt des petites marques, donc on n'avait pas des gros, et à la limite c'est tant mieux, dans le sens où bah, ça permet, des salons comme ça permet bah, aux petites marques, aux petits projets, entre guillemets, hein, sans manquer de respect à tous les gens qui font un super travail et qui développent des boîtes, mais ça permet à des boîtes qui ont souvent moins de visibilité, de ressortir. Et j'ai été vraiment frappé, puisque je suis allé aussi voir le Grand Braquet, qui est à Villeurbanne. ouais, exactement, ouais, qui est ce centre d'entreprise dans le vélo, ce regroupement d'entreprises du vélo. Ouais, c'est un tiers-lieu un peu qui Ouais, c'est regroupe, ça. plusieurs volontés, sur un même site, et que je pense que Exactement. c'est une belle Donc on dynamique. salue Gustave Merca et puis les amis de Rutil, de Baramine, de Joker, et puis d'autres dont j'ai oublié les noms, mais on pense bien à eux. Et donc j'ai été frappé moi par ce dynamisme des petites entreprises qui se regroupent. Même on a le cluster Vélo Vallée, cluster Occitanie, on a des choses du côté de Nantes, on a pas mal de choses. Enfin, et moi, je trouve ça génial et je suis frappé par le dynamisme en fait de la filière vélo, de ces petites boîtes qui émergent, qui se créent, qui se rassemblent et qui créent des initiatives en commun. Est-ce que toi, tu vois ça, parce que tu as plus cet œil artisanal, est-ce que tu as vu arriver ça et est-ce que pour toi c'est une tendance? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer? Comment tu vois ça? Ouais, ouais, après, il y a, comment dire, oui, alors, il y a à la fois les clusters, il y a 3 clusters, hein, parce que nous, Hmm, dans le Grand Ouest, on a Sigo, cycle Grand Ouest, où, je dirais que c'est pas forcément, c'est pas sous forme de pépinière ou de tiers-lieu, hmm, c'est plus sous forme de regroupement, mais je crois, malgré tout, il y a une volonté aujourd'hui enfin, de construire la filière vélo, parce qu'elle n'existe pas, parce que finalement, on se rend compte que les gens en dehors des salons professionnels où on venait tous s'exposer, il y a eu très peu de moments où on s'est rencontrés, où on a travaillé ensemble. hmm, Et je pense qu'il y a
quel que soit le mode de fonctionnement, que ce soit sur l'unité de lieu tel celui du Grand Bras de Piquet à Villeurbanne, mais tu as aussi, je sais qu'à Toulouse, hein, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de se monter autour du vélo et aussi du réemploi, de se dire que à la fois des artisans, quelquefois, peuvent partager des fonctions support, parce que c'est ça, quelquefois, qui est la Hmm. difficulté pour un Bien sûr. artisan. À la Puis même la fois se dire, logistique, ouais, la logistique, les une appros. Hmm. visibilité, et puis tu peux en plus, je pense, moi, une chose que j'ai vécue, voilà, avec mes 20 ans d'expérience dans le vélo, je pense que il y a une tolérance et une ouverture d'esprit, mais à tous les niveaux, que ça soit, je dirais, entre on va dire, les industriels et les distributeurs, mais entre les pratiquants avant, et je pense que le gravel a participé à tout ça, et les cafés vélos, des cafés vélos qui sont Hmm. des choses qui n'existaient pas auparavant, et je pense qu'aujourd'hui, il y a il y a une vraie ouverture d'esprit, ça va jusqu'à ce que des initiatives et des collaborations existent, et nous, on le voit même à travers le cluster SIGO. Pour l'instant, moi, il m'arrive d'avoir des réunions avec la manufacture française du cycle, où on va discuter. On n'a pas forcément de projet en commun. Par contre, voilà, je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui d'être aussi, comment dire, d'être une forme d'incubateur malgré tout, de vraiment accompagner toutes les initiatives aujourd'hui, mais sur plein de choses, hein. En plus, il y a des gens, quelquefois, qui arrivent avec, on a par exemple le Valeo quand ils se sont rapprochés des filières. Enfin, il y a quand même des choses, des collaborations Hmm. peuvent exister. Et puis, je crois qu'il y a cette volonté collective comment dire, de se dire qu'on a quand même devant nous une responsabilité. On pourra plus faire ce qui s'est fait il y a 50 ans, hein. Je veux dire, Saint-Étienne sera plus le berceau de l'industrie du cycle comme ça l'a été. Ça peut, voilà, il y a une belle expo à la Cité du Design actuellement, mais et pour autant, faut peut-être tirer les conclusions de la période de 2020, et je crois qu'il y aura à la fois, alors il y aura des gros acteurs, hein, aujourd'hui, bah, tu avais Jérôme Mortal avec qui tous les deux on travaille sur un groupe de travail production pour justement se dire comment aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut relocaliser, comment on peut le Hmm. faire, mais je pense que il y aura, à mon sens, il n'y aura pas une seule réponse à toute cette problématique. Et tous ces tiers-lieux et toute cette dynamique-là, après, voilà, faudra voir dans le temps si ça tient et voir après. Faut pas non plus que ça soit, si tu veux, que ça se, comment dire, que les politiques qui aujourd'hui veulent tous surfer sur le vélo, qui est tellement une solution à tellement de problèmes, et on est tous Hmm. convaincus aujourd'hui, voilà, qu'ils soient pas juste là pour faire des effets d'annonce et créer des choses, et que derrière, après, ça ne soit pas suivi d'effet. Mais après, je pense que ça sera une partie des solutions futures, c'est de regrouper sur un même lieu des volontés voilà, ou des petits artisans qui peuvent vraiment collaborer, ou après des plateformes, ou en tout cas des entrepôts. Nous, on a cette volonté à Tours, hein, pour te dire la vérité. Nous, on aimerait que la municipalité de Tours, nous, on va déménager sur Tours, hein. C'est pas que les projets qu'on a, dont je peux te parler, c'est qu'on va déménager sur 2023 sur Tours, et être accueilli par la municipalité de Tours. Dans des locaux pour l'instant qu'on va partager avec, alors je peux pas citer son nom parce que c'est pas encore totalement signé, mais qu'on va partager avec une entreprise qui est sur le reconditionnement de vélos. Hmm. Euh, et donc, l'idée, c'est aussi de mutualiser et puis aussi de faire comment dire, des lieux où, à un moment, le vélo est au centre des préoccupations. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que le vélo n'a jamais été aussi pluriel. Enfin, quand je dis ça, c'est que aujourd'hui, moi, je suis un cycliste d'abord du dimanche, hein. Je suis d'abord le cycliste qui fait du vélo, pas parce qu'il a besoin de se déplacer, mais d'abord parce qu'il a besoin de faire du sport. Et pour autant, je suis devenu aussi maintenant un vélo tapeur en me disant que j'avais une responsabilité, que le vélo en tant que mobilité douce, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, parce que c'était pas ma culture. Mais je pense que c'est aujourd'hui, on a vraiment pas mal comment dire, de frontières qui sont tombées, et je trouve que c'est beaucoup moins segmenté. Enfin, je sais pas si tu, Hmm. je trouve que le vélo est beaucoup moins segmenté aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé. Bien sûr, bah c'est sûr que c'est plus ouvert. Les vélos sont plus polyvalents.
Maintenant, il y a toujours du cargo, du long tail, Oui, bien sûr. enfin, plein de choses. Mais, Euh, Vas-y, je t'en prie. mais aujourd'hui, avant, comment dire, tu vois, je fais souvent le parallèle du jeune cycliste que j'ai été, qui se rase les jambes, et qui, dès qu'il croisait ou un mec sur son VTT ou un cyclotouriste avec du poil aux pattes, bah, fallait que je leur dise à peine bonjour et j'étais hyper, comment dire, hyper sectaire, quoi. Ça, je te rassure, il y Hyper en a sectaire. toujours, hein. Ouais, mais moins quand même, parce que je trouve que dans les groupes, enfin, après, voilà, c'est peut-être moi qui vais maintenant voir les bons cyclistes, c'est comme le Hmm, mauvais, il y a le ouais. mauvais, le bon cycliste. Mais voilà, je trouve, voilà, malgré tout, il y a quand même une ouverture et je pense que les vélos sont de plus en plus polyvalents et je pense que tu es l'un et l'autre. C'est-à-dire que tu peux être plusieurs cyclistes à la fois aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Puis en tant que passionné de vélo, à titre perso, je pratique la route, le gravel, j'ai un vélo de ville, je fais de la descente, je fais de l'enduro, je fais de la pump track. Enfin, je veux dire, moi, tu me mets n'importe quel vélo entre les mains, je suis content, quoi. Donc, ça, c'est top. Juste pour revenir rapidement sur la partie industrialisation française. Euh, Est-ce que pour toi, alors je te dis ce que j'en pense, et tu vas me dire si, ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment que en tant que Français, l'industrie française, en fait, a été un peu traumatisée par cette pénurie de pièces et de vélos. Et donc, c'est dit, non mais, enfin, je crois qu'il y a une prise de conscience pour dire, non mais il faut qu'on arrête de dépendre à ce point-là de l'Asie, quoi. Et j'ai le sentiment que c'est un peu une sorte de déclencheur aussi qui a fait qu'il y ait autant d'initiatives qui se montent. Est-ce que tu partages ce constat? Et si c'est pas le cas, tu as le droit et on pourra quand même continuer à se parler. Oui, non, non, je peux pas. Enfin, je le partage. Je le partage. Après, il y aura peut-être le principe de réalité qui va nous rattraper, mais en tout cas, la volonté aujourd'hui, mais même moi, enfin même Sifac à son échelle, beaucoup d'entreprises de plus ou moins grande taille m'ont sollicité un moment en pensant que Sifac était en capacité d'aller faire 1004 par an. Hmm. Donc il y a cette volonté-là. Après, ça se fera pas sans, comment dire, euh, parce que aujourd'hui, toi, tu parlais du Made in France. Déjà, je pense qu'il va y avoir clairement à bien, comment dire, faire d'estrade dans le produit en France, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le produit en France, les 800 000 vélos produits en France, bah, c'est 790 000 vélos assemblés en France. Hmm. Donc déjà, il va falloir qu'on rétablisse un petit peu le vocabulaire et qu'on puisse bah, se dire qu'un vélo fabriqué, enfin dont le cadre est fabriqué en France est peut-être beaucoup plus made in France qu'un vélo qui est juste assemblé en France. Hmm. Mais après, oui, après il y a une vraie volonté et je pense qu'il y a des initiatives aujourd'hui. Bah, tu étais sur Lyon, je ne sais pas si tu as vu Rev Bikes, qui sont deux Oui, jeunes bien sûr. qui sont pour essayer quelque chose et vraiment sur l'urbain, sur l'usage, sur un vélo Hmm. qui est finalement qui a des modules qui permettent finalement d'évoluer au cours du temps. Et en fait, pour la réponse, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut clairement, euh, et on sera obligé de faire l'innovation de rupture sur des process pour aussi être, comment dire, automatiser ou en tout cas trouver des solutions pour que des vélos bah, soient pas complètement disqualifiés par le coût de la main-d'œuvre en France, hein, qui est bien supérieur à celui de l'Asie. Et je crois que euh, aujourd'hui, des gens comme Jérôme avec Ultima Bike ont créé des choses et ont des volontés. Et je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Je crois que Dossic, là aussi, Hmm. sur un cadre cargo, je sais pas si c'est Bien sûr, ouais, ouais, en, un circuit court, démarche locale voilà, et et tout, donc ouais. Hmm. il y a des choses, et je pense que là, tu vois, sans trahir de secret, mais je pense qu'aujourd'hui, on va dire que le projet, je sais pas si tu avais eu le livre blanc des états généraux de la filière vélo qui s'était tenu à Bercy, mais l'ambition, c'est de faire de mémoire, non, c'est 4 millions de vélos, je crois. Enfin, de produire, non, 2 millions de vélos, pardon, Hmm. 2 millions de vélos
en 2030, produire 2 millions de Mm. vélos, mais après, derrière l'ambition, c'est de te dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, sur ces 2 millions de vélos, on peut pas aussi avoir l'ambition d'avoir entre 300 000 et 500 000 cadres produits sur le territoire. Mm. Donc ça, c'est déjà une ambition aujourd'hui. Alors après, une fois que tu as l'ambition, c'est de savoir comment tu la mets en œuvre. Mais en tout cas, c'est une ambition. Et les premiers concernés, c'est les industriels parce que eux, ils sont quelque part, ils ont aussi des problématiques de volume. Moi, maman, ils ont été, enfin, pas Decat, hein, moi je me rappelle en 2020-2021, j'adorais aller à Decat et voir qu'il n'y avait aucun vélo. Franchement. Alors j'adore Decat, Sadique, hein, pour autant. Parce que sadique. Non. Le, Oui, mais le après, c'était vilain. ce côté. Non, mais c'est important déjà, parce que déjà, je vais Non, non, mais c'était pour te dire Ouais, que ouais. voilà, il y a eux, Mm. c'est vrai que si tu veux, de suite, la conséquence de la pénurie, c'était exponentielle pour eux. Mm. Et après, je pense que je reste persuadé, alors même si ça sera pas le gros du marché, mais que des fabrications sur des structures intermédiaires ou des artisans comme Sifac peuvent aussi porter des projets un petit peu plus, c'est-à-dire semi-industriels, se dire que demain, si on a la connaissance, et je pense que être en capacité d'accompagner cette ambition de relocalisation et de pérenniser ce savoir-faire d'excellence, parce qu'aujourd'hui, quand je t'expliquais le temps de formation, c'est aussi comment faire en sorte qu'un jour la formation soit moins longue. Et Mm. peut-être qu'il y aura aussi une étape intermédiaire où j'imaginerais bien que ouais, dans les folies ou dans les idées ou dans les visions que j'aimerais porter, de me dire que derrière le vélo d'excellence CIFAC, il y a aussi un côté C-Factory un jour où quelqu'un qui intègre CIFAC peut l'intégrer avec un savoir-faire qui est assez qui est pas important, mais commencer aux étapes sur des fabrications en petite et moyenne série et se dire un jour, dans 4 5 ans, une fois que j'ai franchi toutes les étapes de l'entreprise, je vais passer de la manufacture CIPAC en petite série au vélo d'excellence sur mesure. Donc, je pense il y a aussi des enjeux là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'il y a des marques aujourd'hui qui ont jamais l'ambition de faire 100 000 vélos par an, qui vont peut-être être sur un peu plus que l'artisan qui est SIFA, que nous on fait 300 vélos artisanaux par an, ce qui est très très gros pour un artisan, mais ce qui est rien du tout sur le marché du vélo, et se dire qu'il y aura sûrement des comment dire, des tailles de marché entre 5 et 10 000 vélos annuels, où là, il y aura l'artisan peut peut-être être un moteur à cette relocalisation, et finalement sur des méthodes de fabrication assez traditionnelles, et où, toi, je pense aujourd'hui que toi, dans l'industrie, il y aura la rupture d'innovation, mais je pense aussi que les gens, les clients vont être de plus en plus concernés par euh, la façon dont est fait le produit, le chemin que tu as utilisé pour faire le produit, l'empreinte carbone, toute la politique RSE des entreprises. Te dire que tu as acheté un vélo fabriqué par quelqu'un qui est heureux, je pense que c'est quelque chose qui peut Mm. toucher les gens euh, qu'on soit vraiment, qu'on essaie de rapprocher toujours le consommateur du producteur, pas juste dans une idée de pas cumuler les marges, mais de se dire que nous, la chance qu'on a chez Sifac, c'est qu'on est très réactif et que quand tu fais du sur-mesure, finalement, tu as de suite le besoin du consommateur, mais même sur Mm. la petite série, nous, grâce à Sifac aujourd'hui, Meral, finalement, Sifac est un peu l'étude de marché ou le laboratoire de Meral, quoi. Et donc, je pense que de toujours approcher celui qui fait à celui qui utilise, ça peut vraiment être quelque chose enfin, de performant pour tout le monde. Et puis après, il y a un autre aspect, et c'est pour ça aussi que je pense que l'industrie et l'artisanat doivent se réconcilier quelquefois, c'est que je pense que il y a un critère qui est indispensable aujourd'hui, c'est la durabilité, la réparabilité et Mm. le réemploi des vélos. Et Mm. qu'à un moment, je pense qu'il faut avoir aussi, c'est une ambition, on est sur l'industrie verte, et aujourd'hui, je crois que fabriquer localement et fabriquer des objets qui seront réparables, Mm. soit par l'industrie, soit par l'artisan, je pense que c'est quelque chose d'aujourd'hui qui interpelle et qui concerne tout le monde. Bien sûr. Oui, et puis des filières de reconditionnement qui se mettent Ouais. en place, hein, notamment avec des entreprises comme Rutil, hein, Rutil qu'on salue, hein, Adrien, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Après, je sais pas si tu connais Botch, car en fait, il récupère des Botch, cadres oui, 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 il bien récupère sûr. des cadres Mm. classiques pour en faire Mm. des vélos cargo. Oui. Et en fait, c'est de se dire, un cadre de vélo,
s'il peut être utilisé, surtout qu'aujourd'hui le vélo cargo Mm. est aujourd'hui une telle solution pour, bah voilà, pour ou pour un usage professionnel ou pour un usage familial aujourd'hui. Et c'est vrai que s'il y a tout le réemploi et tout ce qui participe à tout ça, finalement, je pense que tu peux pas imaginer relocaliser en France sans te demander comment euh, faire en sorte que cette relocalisation aille jusqu'au bout avec des produits durables et qui pourront. Ouais, je vais, souvent, ce que j'explique aux gens, c'est que si tu veux trouver aujourd'hui un vélo Made in France, tu as plus, comment dire, t'as plus de chances de le trouver sur le marché du vélo d'occasion que dans un magasin de vélo. Mm. Ouais. Et la Mm. durabilité, c'est aussi une valeur que le Made in France doit porter. Ok. Eh ben, écoute, je ne vois pas de meilleure conclusion pour ce quatrième épisode du podcast En roue libre. Merci beaucoup, Emeric, pour le temps que tu nous as consacré. Merci beaucoup pour tous ces enseignements. Moi, j'ai beaucoup appris. Et c'est ce que je trouve génial d'ailleurs dans le fait de créer un podcast et d'interroger des gens, d'inviter des gens comme toi, c'est que bah, c'est qu'on apprend. Moi, je prends beaucoup d'infos et j'espère que le fait que je prenne de l'info auprès de gens comme toi, bah, j'espère que vous qui nous écoutez, bah, ça vous en amène et que ça vous apporte de la valeur. En tout cas, un immense merci. Émeric, c'est quoi pour toi la suite, les événements? Où est-ce qu'on voit le magnifique savoir-faire de CIFAC? C'est quoi Alors les... nous, on a début avril, on fera 2 journées portes ouvertes dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, parce que l'entreprise est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Et donc le 1er et 2 avril, on va ouvrir nos ateliers. Après, on va avoir un mois. Après, on sera présent sur les Pro Days Hmm. qui ont lieu début juillet. En plus, on présentera, voilà, on présentera à la fois notre gamme, mais il y aura un projet. Alors, je peux pas plus parler, mais qui sera présenté avec l'ensemble des acteurs de la filière SIGO. Voilà, un truc qui sera assez je dirais, innovant dans la démarche et innovant Mhm. dans le produit. Très bien. Je t'invite à venir visiter le stand SIGO. On a hâte. Euh, Après, on sera à la semaine fédérale. Alors, je crois qu'elle a lieu dans l'Est cette année. On sera à la semaine fédérale, donc c'est la semaine qui réunit tous les acteurs cyclotouristes, donc qui est début août. Et puis après, on sera sur le concours de machines aussi, qui a lieu sur le Paris-Brest-Paris cette année. Alors, on va Très pas bien. participer. Moi, on va exposer nos vélos, mais on ne participera pas en tant que, parce qu'on l'a gagné l'année dernière. Et puis cette année, je suis en charge du jury. Donc, et puis, puis après, ouais, je crois qu'après, de toute façon, nos ateliers sont toujours visitables, hein, et on aura besoin sûrement, tu vois, en août, s'il y a des gens qui veulent nous prêter main forte pour un déménagement, ils sont les bienvenus. Porter quelques cartons et Ouais, voilà. et quelques matchs. Ouais, non, mais en tout cas, et puis nous, on se fait toujours un plaisir de faire découvrir nos savoir-faire. Et donc, voilà, on est à l'affût, au milieu de nulle part, mais c'est souvent un pèlerinage de venir jusqu'à chez nous. Bah, très bien. Et puis bientôt, tu seras dans Tours, Ouais, donc ouais, ça sera plus super. simple et on pourra venir d'un coup de train d'à peu près n'importe où. Et en fait, on est juste, en plus, pour la petite histoire, le bâtiment où on est juste à côté d'un rond-point type hollandais. Donc, tu as vraiment, comment dire, une bande de vélo. Enfin, ouais, le vélo est prioritaire sur le rond-point et Ok, on est en plus sur la route de la Loire à vélo. Donc, comme génial. quoi, on fait les choses totalement chez nous. Très très bien. Pour tous ceux qui ont entendu tout ça, je vous remettrai les notes, toutes les infos dans les notes de l'épisode. Aymeric, tu contribueras, tu m'enverras quelques liens, parce qu'on a T'inquiète pas, t'inquiète. on a pas mal de choses. Ouais. Merci beaucoup, vraiment, merci Aymeric, merci pour tout ce partage, merci à vous de nous avoir écouter sur cet épisode qui est bah, voilà, d'un peu plus d'une heure et demie. N'hésitez pas à nous dire, à nous faire vos retours, hein, n'est-ce pas, sur la plateforme de votre choix, sur LinkedIn et tout ça. Envoyez-nous des petits messages pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça nous encourage tous à faire tout ça et puis à vous partager un peu tout ce travail. Donc voilà, merci à tous. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Et puis voilà.
Salut, bonne Merci, soirée. merci beaucoup Antoine, merci beaucoup et Salut. puis merci pour ta générosité, hein. Bah, avec À plaisir. très bientôt. Ciao, Salut. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.